Alors on peut penser ce qu'on veut de ce dernier épisode des Zelda, mais une chose est sûre, et là on sera tous d'accord avec ça, c'est que le main theme déchire vraiment sa petite maman en 58. Et donc vous le savez, peut-être ou pas, il s'agit du thème de Zelda, hein, apparu pour la première fois dans Link to the Past, mais inversé. C'est la mélodie en sens inverse. Et le rendu est juste incroyable, quoi. Ça donne une toute nouvelle mélodie qui n'a rien à voir avec l'original, mais pourtant qui est tout aussi magnifique. Donc c'est ça qui est incroyable. Il y a juste rien à dire, il y a juste à apprécier la chose. Je ne sais pas qui est à l'origine de cette idée de faire un reverse, d'inverser la mélodie, mais c'est un coup de maître. C'est une idée de génie. C'est peut-être Koji Kondo. Je sais que Koji Kondo a participé à la bande son de ce Skyward Sword, mais est-ce que c'est lui qui a vraiment eu l'idée? Je n'en sais rien du tout. Enfin bref, bonjour à tous, c'est Hooper, et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, l'heure tant attendue de la conclusion du dernier Zelda en date. Zelda Skyward Sword, le Zelda de la Wii, le Zelda de la Wiimote, enfin le Zelda du motion gaming plutôt, le Zelda de tous les débats. Oh ça rime dis donc. Ouais. Le Zelda de tous les débats. Bon débarras. Non, je vais pas commencer à dire n'importe quoi sinon, alors qu'on en est qu'au début, c'est quand même triste. Je fais ça en voix off, je me suis dit que ça serait plus sympa vu que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Même si je vais essayer de faire court, concis. Enfin en même temps je vous dis ça à chaque fois et puis finalement on dépasse toujours l'heure. Donc bon je vous dis ça mais on dépassera certainement l'heure. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je n'y peux rien, hein. C'est pas de ma faute. Hein. Mais si je peux faire 20 minutes, je le ferai. Voilà. Ce serait étonnant mais je le ferai. Je vais pas trop vous parler des donjons. Puisque je vous ai fait la plupart des donjons en vidéo, je vous dis que c'est inutile que j'en reparle. Je vais peut-être comme ça vous dire en 30 secondes de ce que j'en ai pensé globalement, mais je vais pas en reparler plus que ça. Moi là, je suis dans l'optique que quelqu'un qui regarde cette vidéo a déjà vu quasiment toutes les anciennes vidéos. D'accord? Donc vous êtes censé savoir ce que je pense grosso modo de la série, et donc vous avez évidemment déjà vu les vidéos des donjons. Donc en fait vous connaissez déjà le gameplay, vous connaissez les objets, vous connaissez la façon de jouer, vous connaissez comment les combats, comment ça se passe, les boss, comment ça se passe, tout ça. Donc je vais pas détailler ceci. Je vais vraiment donner mon avis. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, conclusion, basta. Mais avant toute chose, j'ai quand même envie de dire que le défaut principal de ce Skyward Sword, c'est tout de même la physique. Il n'y a pas de physique. Il n'y a pas de moteur physique. Un jeu qui sort à notre époque, alors Zelda ou pas on s'en fout, il n'y a pas de moteur physique. Non, les chaises notamment. Les chaises, t'as beau essayer de les faire basculer, tu fonces dedans, il se passe rien, elles sont fixées au sol quoi. Et ça c'est valable pour tout. Tout. Il n'y a pas de physique, et ça me met juste hors de moi. C'était une blague, hein, ce que je viens de dire. Voilà. C'était une blague, ça me faisait rigoler, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop quand je sors cette histoire de physique là, dans les jeux. Même si c'est vrai qu'il n'y en a pas dans ce Zelda, mais c'est pas grave, je veux dire, parce que c'est Zelda, on s'en fout. Même si, quoique, vous savez quoi, c'était une blague, mais je me dis après coup, que ça mériterait peut-être réflexion. Pourquoi finalement dans un Zelda on se fout qu'il y ait de la physique? C'est vrai quand on y pense, c'est peut-être une question à approfondir. Enfin non, c'était une blague, c'était juste histoire de commencer comme ça la vidéo avec une petite blague. Non, on s'en fout évidemment qu'il y ait de la physique ou pas. Vous inquiétez pas. Ne me balancez pas de tomates, s'il vous plaît. Pas de tomates. Alors, non, je vais commencer par vous dire les 3 choses que j'ai vraiment, que je mettrai en défaut principal dans ce Zelda. Je l'appelais, très modestement, la trilogie du fail. Le combo triple fail. De quoi s'agit-il? En premier lieu, la zone de chargement à ciel ouvert. Je m'en expliquerai bien entendu. Secondo, la lourdeur de la Wiimote.
Je parle bien de la lourdeur de la Wiimote et pas du gameplay. Le gameplay est excellent. Et enfin, tertio, dernier point noir en ce qui me concerne, enfin gros point noir, hein, parce que s'il fallait citer tous les points noirs, ça fait peur. Hein. Pour tout vous dire, là, j'ai ma petite fiche devant moi. Parfois, quand je fais un test, j'écris un petit peu ce que j'ai trouvé de positif et de négatif sur une feuille. En fait, en gros, je vous explique. Je sépare la feuille en deux. Voyez, je fais un trait au milieu. À droite, c'est ce qu'il y a de négatif. À gauche, c'est ce qu'il y a de positif. Évidemment, en ce qui me concerne, évidemment, hein, bien sûr. Et d'habitude, c'est plutôt équilibré. Hein, ça se tient, quoi. Mais là, ça fait peur. Parce que ce que j'ai mis en négatif, il y a juste 4 fois plus de trucs que ce que j'ai mis en positif, où il y a peut-être 2 ou 3 trucs, donc ça fait peur. Et là vous vous dites, oh putain, mais Hooper, non, qu'est-ce que tu fais, tu vas dégommer ce Zelda. Mais non, je ne vais pas dégommer Zelda parce que j'ai bien aimé ce Zelda, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'étonnamment, quand je regarde ma petite feuille, ça fait peur, quoi. Ça fait peur, les points négatifs. Bref, troisième, donc, gros point noir, c'est la construction des zones, et donc du jeu, finalement, hein, qui a juste 10 ans de retard. C'est totalement old school, c'est un truc de fou. C'est comme si Nintendo était dans une bulle et qu'ils avaient... En fait, qu'ils n'avaient pas évolué, quoi. Ce jeu aurait pu sortir il y a 10 ans. Vraiment, il aurait pu sortir il y a 10 ans. Et je parle pas seulement du point de vue technique. Non, la technique, on s'en fout. Non, mais tout, les mécanismes, tout, la structure même. C'est ça qui m'a le plus, je pense, pas choqué, mais durant le jeu, plein de fois, je me suis arrêté, je me suis dit, oh, putain, qu'est-ce qu'il est old school. C'est incroyable ce que Nintendo ont osé, entre guillemets, faire avec cet épisode. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Ils ont fait abstraction de tout ce qu'on a inventé dans le jeu vidéo depuis 10 ans. Je trouve ça énorme. Voilà. Et ils t'envoient ça à la gueule. Et on peut le prendre de différentes façons. On peut se dire c'est du foutage de gueule. Ou on peut se dire c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures recettes. Bon, c'est pas exactement ça le proverbe, c'est quoi? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Enfin, un truc dans ce genre-là. Je sais pas exactement ce que c'est, mais vous m'avez compris. Hein. Donc voilà un petit peu ce que j'appelle donc la trilogie du fail. Je vais m'en expliquer. Mais avant toute chose, donc, je veux quand même vous dire que oui, j'ai aimé ce jeu. Vous inquiétez pas. J'ai aimé Zelda. Pourquoi? Parce que j'y ai trouvé mon compte, figurez-vous. Parce que j'ai eu du fun. Parce que je me suis amusé. Et ça, vous savez, dans un jeu, le fun, l'amusement, c'est le principal. Un jeu qui n'a pas de fun ne sera pas bon. Hein, quel qu'il soit. Alors le fun, il peut se trouver dans le gameplay, dans l'émotion que ça procure, je sais pas moi, dans la difficulté, dans le scénario. Il y a plusieurs sortes de fun. Mais il faut que le jeu soit fun de par un contexte précis. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ce Zelda, il est fun au niveau, je dirais, de l'amusement finalement qu'on prend à y jouer. Alors ça veut pas dire grand chose dit comme ça, c'est sûr. Mais bon, encore une fois, je vais essayer de m'en expliquer par la suite. Je vais également faire quelques comparaisons avec les anciens Zelda, uniquement les Zelda 3D, hein, puisque je considère qu'on ne peut pas différencier les Zelda 2D et 3D. C'est trop différent. Il y a un monde. On peut pas dire, oui, moi je préfère Link to the Past à Ocarina of Time. Enfin, si, moi je peux le dire, parce que c'est vrai. Mais finalement, c'est un petit peu stupide, parce que vraiment, les Zelda 2D, t'as les Zelda 2D, t'as les Zelda 3D. Tu compares les Zelda 2D, tu compares les Zelda 3D. Comparer les deux en même temps, maintenant, avec le temps, je me rends compte que ça n'a pas vraiment de sens, je trouve. Les différences sont trop prononcées. Non. Et puis, surtout, je considère que, à ce jour, rien n'est parvenu à égaler ou à surpasser Link to the Past et Link's Awakening. Mais je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, on devait être un petit peu à l'apogée de la 2D. Vous voyez, la 2D était quand même super maîtrisée et tout. C'est ce qu'on faisait de mieux. C'est pas que ça. Évidemment, ces deux jeux proposent autre chose, mais c'était l'apogée de la 2D. Et là, on est encore loin tout de même, mine de rien, de l'apogée de la 3D. Je pense que le pur Zelda 3D, le vrai Zelda 3D, qui remettra Link to the Past et Link's Awakening au rang, on va dire, à leur rang, au même rang, pour moi n'est pas encore sorti, mais il arrivera un jour.
Un jour on aura un Zelda 3D et on se dira, eh ben ça y est, voilà, ce Zelda 3D est l'égal des meilleurs Zelda 2D. Voilà, et on dira, et on applaudira. Enfin, c'est pas encore pour cette fois, ça c'est certain. Et donc, je vous disais que j'allais faire quelques comparaisons, ou certes, mais juste avec les Zelda 3D. Déjà le précédent, Twilight Princess. Je vais pas trop en parler parce qu'évidemment je compte un jour faire une vidéo précise sur ce Zelda là. Mais Twilight Princess, c'est un jeu qui m'a profondément ennuyé. Mais un truc de fou. Dès la moitié de l'aventure, je me suis forcé pour le continuer. Réellement forcé. C'est parce que c'était Zelda. Je me disais, bon, je peux pas arrêter honnêtement. Bon, je me fais chier, mais je peux pas arrêter. Faut que je continue. C'est Zelda. Non, en plus c'est un Zelda sur console de salon. Moi, je dissocie les Zelda sur console de salon des Zelda portables, qui sont pas des sous-Zelda, mais quand même des Zelda, on va dire, de seconde catégorie. Même si c'est un petit peu méchant de dire ça, mais c'est un petit peu ce que je pense tout de même. Donc, je l'ai fini, mais vraiment, c'était... Oh là 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 là, c'était difficile. Qu'est-ce que je me suis emmerdé dans Twilight Princess. Un truc de dingue. C'est peut-être parce que je l'ai fait sur Wii. Hein, c'est peut-être entre autres à cause de la maniabilité à la Wiimote. De toute façon, quand je vous en ferai une vidéo, une présentation, je le referai complètement. Et je le referai sur GameCube. Voilà, parce qu'à l'époque, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, il paraît clair que la meilleure version est la version GameCube. Ce qui est étrange, c'est qu'à l'époque, il n'y a aucun journaliste quand même qui l'a mentionné cela. Aucun. Pas un seul qui expliquait que sur GameCube c'était mieux, ne serait-ce qu'au niveau du gameplay. Non, non, personne. Personne. Alors qu'aujourd'hui, c'est un fait qui est acquis par à peu près tout le monde. Mais ça sera quelque chose, je pense qu'il faudra... on en recausera justement dans la vidéo de Twilight Princess. Donc, si je vous dis ça, c'est que déjà, ça c'est un bon point pour Skyward Sword, parce que je me suis pas emmerdé. J'ai eu du fun. Je vous dis pas non plus que ça a été extraordinaire et tout, mais j'ai eu du fun. J'ai passé presque 50 heures, sur plus de 50 heures d'ailleurs. J'ai plus de 50 heures au compteur. Et je me suis pas, à un moment, je me suis pas dit, bon, je me fais chier, mais il faut quand même que je continue parce que c'est Zelda. Ben non. Ben non, non. Non, j'ai continué parce que j'avais du fun et que je voulais avoir tout de même le fin mot de cette histoire. Et j'irai même plus loin. Pour Wind Waker, et là je pense que ça va en faire sursauter plus d'un, hein, ce que je vais dire, mais c'est pas grave, ce n'est que mon avis qui ne vaut rien du tout en réalité, vous le savez. Je ne suis qu'un pauvre con qui donne mon avis dans une vidéo totalement amateur et freestyle. Faut pas prendre ce que je dis au sérieux, les enfants. Wind Waker, c'est pareil. Je me suis forcé à le terminer. Alors c'était pas du même niveau que Twilight Princess, je suis moins forcé, mais tout de même, j'en avais vraiment marre. Là je vous parle d'une certaine quête de la Triforce, pour ceux dont ça parle, et ça me faisait juste chier, et j'ai continué, mais vraiment parce que c'était Zelda, mais que ça m'ennuyait profondément, ah vraiment, vraiment. Donc voilà, tout ça pour dire que, tout de même, Skyward Sword, il a réussi le pari de m'intéresser, de me transporter, c'est un bien grand mot parce que c'est un jeu qui nous transporte pas beaucoup, mais en tout cas il a réussi à me tenir en haleine tout du long. C'est ça que je retiens. Voilà. Bref, après cette introduction un petit peu trop longuette comme d'habitude, on va peut-être maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors par quoi allons-nous commencer? Je regarde un petit peu ma petite fiche. Hein. Je sais où je vais en venir, je sais ce que je vais vous dire, mais je ne sais pas dans quel ordre je vais vous le dire. Et c'est pour ça que c'est une vidéo qui est complètement amateur. C'est d'ailleurs la différence entre une vidéo amateur et professionnelle. Et moi j'aime bien l'amateurisme, voyez-vous. Voilà. Je crache pas non plus sur ce qui est professionnel, sur les bons montages et tout, mais j'aime bien ce petit côté amateur, là où on est là, entre nous, à la bonne franquette. Je sais pas trop par quoi je vais pouvoir commencer. Vous voyez, j'aime bien ça. Voilà, je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'aiment pas, d'autres qui aiment, qui apprécient. Écoutez, ceux qui apprécient, mais continuent à apprécier, puis ceux qui n'apprécient pas, mais continuent à ne pas apprécier. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire. Alors, on va commencer... je pourrais faire un petit peu le scénario, mais ouais, allez, le scénario. Mais je vais pas rentrer dans les détails du scénario, hein. Vous allez sur n'importe quel site et vous comprendrez. Vous savez que c'est les 25 ans de la série. D'ailleurs ça me fait rigoler, tiens, petite parenthèse. Oh putain, je me rends compte que cette vidéo va encore durer 3 plombes, écoutez, excusez-moi, tant pis, tant pis.
Petite parenthèse, les 25 ans de la série. Ce qui me fait rire, c'est que là, depuis quelques années, régulièrement sur les sites de jeux vidéo, il y a des anniversaires hein, de jeux ou généralement de séries. Ce qui est drôle, c'est que c'est choisi complètement aléatoirement et, et- et arbitrairement, quoi. En fait, ce qui se passe généralement, c'est que il y a un gros site du genre IGN qui fait une news en disant ouais Happy Birthday, j'en sais rien moi, Mario Kart. Et dans les heures qui suivent, c'est des milliers et des milliers de sites évidemment moins connus, mais tout de même de sites de jeux vidéo qui reprennent en fait l'information. Ouais, c'est l'anniversaire de Mario Kart. Et franchement, ça me fait toujours rire ça, parce que tu sens que ils prennent un petit peu comme ça les jeux au hasard. Pourquoi je vous en parle? Parce que justement dans le cas de Zelda, c'est très drôle. Parce qu'il y a 5 ans, c'était les 20 ans de Zelda. Il y a 5 ans, en 2006, qu'est-ce qui sortait? Un certain Twilight Princess. Pour les 20 ans de la série. Mais là par contre, personne n'a rien dit. Personne n'en a parlé. Nintendo n'ont jamais dit ah mon dieu, regardez, c'est les 20 ans de la série, on va faire un super truc. Non. Pourquoi? J'ai ma petite théorie sur la question. C'est que Twilight Princess était un jeu tellement attendu par tout le monde qu'il n'avait pas du tout besoin de publicité ou de buzz, quel qu'il soit. Alors que Skyward Sword, c'est pas du tout le cas. Skyward Sword n'a pas du tout eu le même buzz ou la même publicité qu'avait eu Twilight Princess. Il était beaucoup moins attendu. Je pense que Nintendo se sont dit ah tiens, c'est les 25 ans, est-ce qu'on pourrait faire ah oui oui hein, on va faire un épisode, on va faire quoi en fait, c'est un épisode spécial pour les 25 ans, alors on va faire un petit buzz là-dessus. Voilà, évidemment ça n'a pas loupé, tout le monde a repris ça en boucle, c'est les 25 ans de la série. Mais c'est juste drôle qu'à l'époque, pour les 20 ans de Zelda, pour Twilight Princess, mais personne n'a rien dit. Voilà. Et ça c'est systématique, il y a plein de jeux qui tous les jours, c'est leur anniversaire, des grands jeux, des grandes séries, mais personne n'en parle. Juste un jour, si t'as IGN ou Game Trailer, je sais pas quel autre gros site, ou Famitsu, j'en sais rien, qui vont à un moment dire souhaiter un bon anniversaire, là t'as tous les autres qui vont arriver. Ouais, bon anniversaire. C'est drôle, non? Moi ça me fait rire. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Mais voilà, c'est juste que ça me fait rigoler. Bref, donc le scénario. Ben le scénario, c'est une petite déception en ce qui me concerne, parce que généralement, j'attends pas grand chose des scénarios des Zelda. On se laisse comme ça un petit peu porter par le scénar avec Link, avec Zelda, avec la Triforce, avec Impa, voilà, avec parfois un petit Ganon comme ça qui arrive vers la fin. Voilà, c'est des petits clins d'œil, c'est rigolo, c'est sympa, ça se laisse suivre. Mais là, c'est censé être le tout premier Zelda, c'est la genèse de la série. C'est-à-dire, c'est là où on est censé apprendre. On va apprendre les fondamentaux de la série. Et ok, on en apprend quelques-uns, mais je m'attendais à beaucoup plus. Excusez-moi de vous le dire, hein, mais beaucoup plus, pas un peu plus, beaucoup plus. Je suis ressorti avec, je sais pas, j'avais peut-être genre 10 interrogations, on en apprend 3, il en reste 7 à la fin. Alors c'est pas possible. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend la création de Excalibur, aka la Master Sword, enfin, c'est plutôt la Master Sword aka Excalibur, parce que moi à mon époque tout le monde disait Excalibur hein, pour la Master Sword. Voilà, c'est après quand internet est apparu que tout le monde s'est rendu compte qu'en fait Excalibur n'a jamais existé, quoi, que c'était un truc pour la version française et tout, ou européenne, et qu'en fait ça a toujours été la Master Sword en réalité au Japon et tout. Donc c'est la Master Sword, mais à l'époque tout le monde disait Excalibur. Dans Link to the Past, Excalibur, il le dit d'ailleurs, tu as récupéré Excalibur, il dit pas tu as récupéré la Master Sword. Mais bref, petite parenthèse fermée. Et donc, ouais, donc on apprend la création de la Master Sword. Bon, c'est plutôt sympa d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, comment dire, c'est pas qu'on l'apprend, c'est que on le fait, on participe, on est en première ligne à la création de la Master Sword. Donc c'est plutôt bien emmené. Il y a les petits clins d'œil assez intéressants. Bon, mais à part ça, oui, on comprend avec Link, avec Zelda, mais on s'en doutait en plus, c'est quand même très facile tout ça. Voilà, Zelda qui est la réincarnation de la déesse. Ouais, je veux dire, on s'en doutait depuis très longtemps de ce truc-là. Ils n'ont pas été chercher bien loin, excusez-moi. Hein, bon, mais après, il y a des trucs, moi, j'ai pas compris. Par exemple, le bouclier ilien. Le bouclier ilien, c'est censé être quand même quelque chose de, je sais pas ça. Moi, ça me semble être quelque chose d'important dans les Zelda.
Ben, le bouclier ilien, vous le savez si vous allez regarder dans ma vidéo de la défi du dragon de foudre là, du défi du dragon de foudre, c'est juste un cadeau finalement. C'est un cadeau du dragon de foudre. What the fuck? Mais est-ce que je suis le seul à trouver ça bizarre là? Attendez. Donc en fait, ils sont en train de nous expliquer que le bouclier ultime de Link, le bouclier d'Hyrule, le bouclier ilien, en fait c'est juste un cadeau, mais pire que ça, c'est la façon de l'avoir quoi. La façon de l'avoir, il faut terrasser à la chaîne 8 ou 9 boss qu'on a déjà tués, d'ailleurs ça n'a juste aucun sens. Excusez-moi, hein, c'est... Imaginez dans Link to the Past, ou dans Ocarina of Time, ou dans ce que vous voulez, dans Wind Waker, un mini-jeu dans lequel, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez tuer tous les boss que vous avez tués depuis le début. C'est bizarre, quoi, je veux dire, c'est pas réaliste, quoi, il y a un truc étrange, là. Donc voilà, déjà, ça c'est étrange, mais ce qui est encore plus bizarre, je veux dire, le défi en lui-même est bizarre, mais ce qu'il a encore plus, c'est le cadeau ultime, quoi, c'est le bouclier. D'accord. Donc on est censé apprendre comment a été théoriquement forgé le bouclier et tout, et en fait on t'apprend que le bouclier, comment... Enfin, voilà, vous m'avez compris quoi. Franchement, chaque moi qui trouve ça bizarre. Je sais pas, peut-être c'est possible. Bref, globalement, oui, j'ai été quand même un petit peu déçu. Là j'hésite à vous parler de la fin du jeu parce que c'est quand même un gros spoil forcément, mais tant pis, je vous en parle. Eh, ça fait maintenant tout de même plus d'un an, hein, un an que le titre est sorti. J'ai pris vraiment mon temps pour le faire et pour vous pondre cette présentation. Ça me permet d'avoir en fait le recul nécessaire, vous voyez. Parce que là ça fait quand même plusieurs mois pendant lesquels j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire, hein. Faut pas croire que là c'est du freestyle total. C'est du freestyle parce que c'est pas structuré, que je sais pas trop comment vous le dire et tout. Mais mon avis, il est vraiment bien gravé dans la tête depuis des mois. Et je l'affine depuis des mois. Et je réfléchis vraiment à comment je vais pouvoir vous le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, je ne vous pompe pas ça comme ça, hop là, à la va-vite, hein, vous l'avez compris. Donc, ouais, je pense que je vais spoiler. Écoutez, vu que le jeu est sorti depuis plus d'1 an, je pense que les fans de toute façon l'ont déjà fait, ceux qui étaient intéressés par ce jeu l'ont déjà fait, et si éventuellement vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes intéressé par cet épisode, ben n'écoutez pas ce que je dis, ou alors écoutez, je m'en fous un peu moi. Faites ce que vous voulez. Alors, donc le boss final, l'avatar du néant. Quelle facilité. Quelle facilité. L'avatar du néant, c'est un petit peu le... C'est quoi? Je sais même pas ce que c'est. C'est le boss des enfers, quoi. Tu vois, c'est... Voilà, c'est Sauron. C'est un Sauron-like, tu vois. Quelle facilité. Quelle facilité. Voilà. Voilà ce qu'est Ganon. C'est la réincarnation du seigneur des enfers, quoi. De l'avatar du néant. Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Je repense à mon idée de Ergo, là, parce que ça a germé de plus en plus dans ma petite tête, et je me suis dit, putain, ils ont complètement raté le coche, Nintendo. Ergo était le personnage parfait pour se faire, comment dire, pour se faire envoûter, pour se faire tuer, pour se faire fusionner en fait avec le banni. Vous voyez, puis serait devenu l'avatar du néant, qui serait devenu Ganon. Ça aurait été une grande idée. Vous voyez? Parce qu'au moins on aurait compris pourquoi après Ganon, via l'avatar du néant, il est toujours intéressé par la Triforce, par... En plus il connaît Zelda, il est intéressé par Zelda, il la connaît intrinsèquement. Ça c'est un mot que je n'utilise pas tous les jours, ça. Intrinsèquement, il la connaît. Link, il le connaît. Tu vois? Via Ergo, parce que Ergo, il y a une rivalité envers Link. Il a un faible pour Zelda. Il est intéressé par la puissance. Il y avait vraiment quelque chose. Et en plus, surtout, il a la carrure de Ganon, parce qu'il est balèze, quoi. C'est une armoire à glace, le Ergo. Tu vois? Putain, mais il aurait fait un Ganon. L'avatar, soit le banni, soit l'avatar du néant aurait dû, en fait, l'absorber, tu vois, comme celle qui absorbe C17 et C18. Il aurait dû l'absorber, et ça aurait créé Ganon. Putain, ils avaient une idée
de ouf sous les yeux Nintendo, ils l'ont pas vu. Ils t'ont fait un truc super classique, de merde, à la mort moelle dont on se fout tous. Alors qu'ils avaient un truc, mais de ouf avec Ergo, ils l'ont pas vu. Ou alors, ils l'ont vu, mais ils voulaient pas tuer Ergo. Parce que ouais, effectivement, on est dans un Zelda, c'est pas bien de tuer les gens, les enfants, c'est pas gentil, c'est pas ronron. C'est peut-être ça aussi, hein. Même s'il est déjà arrivé que des personnages meurent dans les Zelda, c'est peut-être pas des personnages aussi importants et aussi, comment dire, que l'on connaît depuis le début, comme Ergo. C'est peut-être ça, je sais pas, mais il y avait mieux à faire. Ah, me dites pas qu'il y avait pas mieux à faire. Donc globalement, le scénario, ouais, c'est une déception, Et puis, Guiraïm, là, oh non, excusez-moi, mais non, quoi. Non, et je parle pas uniquement de son design, moi je m'en fous d'ailleurs de son design, mais c'est juste que lui, en lui-même, il a aucun intérêt, ce personnage. C'est son script, je veux dire, sa psychologie, mais c'est nul. C'est nul. Tout ce qu'il fait du début à la fin, il apparaît à la fin des donjons, juste avant qu'il y ait les boss, ou alors c'est lui-même un boss, qu'on doit d'ailleurs se faire par 3 fois, complètement WTF ce truc là encore, mais ça j'y reviendrai, évidemment le fameux recyclage de ce Zelda, mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce perso, il ne sert à rien, je suis le plus fort, oh tu n'es pas gentil, je vais te tuer parce que je suis le méchant. Vous pouvez plus faire ça, monsieur Nintendo, vous ne pouvez plus, d'accord, c'était, oui, il y a 20 ans, il y a 25 ans, d'accord, mais vous pouvez pas faire ça à notre époque, vous ne pouvez pas. Ils peuvent pas faire ça. Faut leur dire parce qu'ils sont pas au courant. Forcément, ils sont dans une bulle. Ils sont pas au courant. Faut leur dire. Vous pouvez pas faire ça. Hein, il faut arrêter maintenant. Voilà, faut arrêter de faire des méchants qui sont dignes des dessins animés pour enfants de 8 ans. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Faut arrêter. Faut arrêter. Je sais que c'est difficile, ça. Vous allez devoir casser vos habitudes, mais faut arrêter maintenant. C'est pas bien. C'est pas bien, ça, c'est pas ronron. C'est pas ronron. Enfin bref. Voilà donc ce qu'il en est du scénario qui ne m'a pas... Je m'attendais à, comme je vous l'ai dit, à bien plus que ça et ça n'a pas été le cas. Mais quand on y pense, c'est peut-être à cause de cette fameuse chronologie que Nintendo veut nous faire avaler maintenant depuis quelques années. Hein. Vous le savez, ils ont même carrément sorti un bouquin avec ça et tout. La chronologie des Zelda. En voilà du bon foutage de gueule, les enfants. En voilà du bon foutage de gueule. Ça, c'est juste pour les fans décérébrés, tu vois, qui n'ont Dieu que pour Zelda, qui voulaient absolument une chronologie, qui étaient persuadés que la chronologie existait. Moi, j'ai toujours cru qu'il n'y avait pas de chronologie dans les Zelda, et vu que je suis quelqu'un de très têtu, aujourd'hui, je le pense toujours. Faut arrêter. Cette histoire-là de plusieurs timelines qui se séparent à partir de, je sais plus, de Link to the Past ou d'Ocarina of Time, je sais plus quel épisode, mais c'est juste n'importe quoi. Faut quand même s'en rendre compte, quoi. C'est n'importe nawak. Pour justifier la chronologie, les mecs te font 3 timelines, quoi. Non mais oh attends. Et le pire, c'est que t'as les fans qui disent « Oh oui, ça c'est une belle chronologie, ça. Oh oui, elle est magnifique, cette chronologie. » Les mecs, Nintendo ont juste inventé ça pour vous faire croire à la chose. Faut arrêter maintenant de croire à ça. Oh, je suis désolé. Putain, je m'emporte un petit peu, ou je suis méchant, ou je suis médisant, je suis sarcastique, ce que vous voulez, mais il y a des trucs, moi maintenant, ça ne passe plus. Et cette histoire de chronologie que Nintendo veut nous faire avaler et que les fans, c'est ça le pire, avalent. Ils avalent le truc, quoi. Ils avalent le truc. Putain, les mecs, mais wake up. Wake up. Comme dans Todd Jam et Earl. Wake up. Réveillez-vous. Il n'y a pas de chronologie. Il y a éventuellement 1, 2, voire 3 épisodes qui peuvent se suivre à peu près. Et encore, il y a toujours des trucs qui vont pas. Hein. Mais, si on est gentil, on peut le croire. Mais quand tu regardes tous les épisodes dans leur globalité, il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas de chronologie. Voilà, faites comme moi, dites-vous juste que chaque Zelda est unique. Ça reprend juste les codes de la série, plus des clins d'œil, et that's all. C'est tout, il n'y a pas de chronologie, bordel, et arrêtez de nous faire avaler ça. Parce que là, je sais qu'il va y avoir quelques-uns dans les commentaires qui vont venir en disant « Mais si Hooper, regarde la chronologie, blablabla. » Écoutez, si vous voulez le croire, tant mieux pour vous, moi je vous le dis, tant mieux pour vous, continuez à... D'accord, ok, il y a une chronologie, mais
moi, laissez-moi avec mon avis. Hein, pour moi, il n'y a pas de chronologie, il n'y en a jamais. C'est Nintendo qui ont juste voulu se raccrocher aux branches quand ils ont vu qu'il y avait une possibilité de le faire. Ils l'ont fait. Mais rien que le coup des 3 timelines différentes. Non, attends. Oh, stop de nous prendre pour des bons gros jambonneaux, s'il te plaît, monsieur Nintendo. Hein? Non, sérieux. Il y a un moment, faut arrêter. Alors voilà pour le scénario. Oui, je pense que pour les 20 minutes, c'est un petit peu raté la vidéo, mais c'est pas grave. Voilà donc pour le scénario. De quoi on pourrait parler? Je pourrais citer quelques points forts maintenant, parce que j'ai quand même été assez méchant avec le jeu. Des points forts? Allez, des points forts, ok. Bon, des points forts, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais ça pour moi, c'est un petit peu le plus gros point fort, en fait. Ce Zelda-là, c'est un épisode unique. Il est original et il est unique. Il faut le comprendre, il faut s'en rendre compte, surtout. D'accord? C'est pas un petit épisode comme ça que Nintendo ont sorti parce qu'il fallait en sortir un sur la Wii en fin de vie pour faire plaisir aux fans ou je ne sais quoi. Enfin si, c'est peut-être le cas, mais il y a autre chose quand même. C'est pas si simple que ça. Ce Zelda est totalement unique et original. Et ça, à mon sens, c'est l'un de ses plus gros points forts. Et je pense que c'est pour ça que dans le futur, on s'en souviendra et qu'on y jouera encore et qu'on en reparlera. C'est qu'il n'y aura pas 2 Zelda comme celui-là. Pas seulement à cause du gameplay, il y a la Wiimote. D'abord, on ne sait pas actuellement si les prochains Zelda, et notamment le prochain Zelda de la Wii U, est-ce qu'il aura une reconnaissance à la Wiimote et au Nunchuk? Est-ce qu'il y aura du motion gaming ou pas? Ou est-ce qu'il se jouera avec la fameuse mablette? On sait pas. Ou alors avec le pad classique, quoi, le plagiat du pad de la Xbox 360. On ne sait pas. Bon. Moi, si je devais faire un pari, bon, je dirais qu'il devrait finalement se jouer avec la mablette. Mais sincèrement, s'il reprenait le concept de la Wiimote en l'améliorant un petit peu, ça me gênerait pas. Parce que ce Zelda est vraiment très maniable. Ouais. Donc ça me gênerait pas. Mais il faudrait qu'il réussisse à améliorer le truc, à améliorer la reconnaissance, à faire en sorte que la Wiimote soit plus réceptive en fait. C'est ça. S'ils font ça, eh bien écoutez, moi je ne suis pas contre qu'ils refassent un Zelda en motion gaming, vraiment pas. Mais s'ils peuvent pas améliorer le truc, s'ils ont vraiment été au bout du bout avec le Wiimotion Plus et donc ce Skyward Sword, là par contre, la question reste en suspens. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ça sera très intéressant dans tous les cas de voir si Nintendo vont perdurer ou pas avec la Wiimote donc, et le Nunchuk pour leur Zelda de la Wii U. Ça sera très intéressant. J'attends attentivement et impatiemment l'annonce de Nintendo à ce sujet. Est-ce que motion gaming or not? Tell is the question. Donc de quoi je vous parlais? Oui, donc voilà, donc c'est un Zelda original et tout, mais c'est surtout, outre donc le fait de son gameplay, c'est surtout également pour sa patte graphique. Hein. Voilà, bon, tout le monde l'a dit, cet aspect un petit peu... je sais pas s'il y a un mot pour définir ça, moi je sais pas, je saurais pas dire, c'est un petit peu avec des paillettes quoi. Quand on regarde au loin, t'as l'impression de voir des paillettes en fait, à l'écran, c'est bizarre. Ouais, un petit peu peinture, aquarelle comme ça, c'est vrai. Ça a son petit cachet, C'est pas, ça a pas vraiment un cachet totalement unique à la Wind Waker, où là c'était du cel shading total, c'est totalement unique du coup et très original. Là c'est moins original, mais quand même, c'est pas juste, on va dire, des simples textures, tu vois, que tu pourrais trouver dans n'importe quel jeu. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pixelisé tout certes, mais ils ont réussi à faire en sorte d'avoir une patte graphique unique à ce Zelda. Et ça, c'est quand même fort aussi. Ben ouais, c'est fort ça. Voilà, donc c'est également pour ça que ce Zelda sera, je trouve, est unique. C'est pas sera, c'est qu'il est unique déjà. Et autre chose, et c'est peut-être ça dont je vais parler maintenant, qui est également très important dans ce jeu, c'est la construction, même, la structure même du jeu. Qui n'avait jamais été vue jusque-là dans un Zelda. Et si vous vous souvenez bien, ça c'est l'un des points de ma trilogie du fail. Hein. C'est ce que j'ai appelé la construction des zones. C'est ça. Voilà, qui a 10 ans de retard, qui est totalement old school.
Mais écoutez, je vais vous parler de ça. Voilà. Attendez, d'abord, je vais juste me prendre un petit coup d'eau. Parce que je suis déjà complètement assoiffé. Ah, ça fait du bien par où ça passe, bien évidemment. Donc, l'architecture, la construction des zones. Comment vous expliquer? Dans Skyward Sword, vous avez 4 zones. Vous avez le monde céleste, qui est donc la zone de vol, avec votre piaf. Et vous avez, sur la Terre, 3 zones. La forêt, le volcan, le désert, qui sont totalement segmentés. Hein. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes dans le volcan, vous ne pouvez pas aller à la forêt. Quand vous êtes dans le désert, vous ne pouvez pas aller au volcan. Et c'est etc. etc. quoi. Les zones ne sont pas reliées entre elles, finalement. Et ça, c'est, pour moi, c'est l'un des défauts, justement, de ce jeu, parce que ça casse le côté immersion, le côté aventure. Et j'y reviendrai. Et donc, du coup, le jeu est complètement segmenté. C'est pour cela, finalement, qu'il est unique et qu'il est original. Mais c'est également par le fait que... Comment vous expliquer Par exemple, au début, on va nous demander d'aller dans la forêt. On y va. On fait ce qui nous est demandé. Ensuite, on va demander de revenir dans le ciel. Donc, on va dire pour valider notre truc à Célesbourg. Célesbourg qui est donc l'unique village du jeu, hein, un petit peu le village dans les nuages. Moi, ça me fait penser au royaume de Zil dans Chrono Trigger, puisqu'il est en suspens, en fait, au-dessus des nuages, c'est ça. Hein. Mais c'est le seul village du jeu, véritablement. Il n'y en a aucun autre, ça aussi, c'est assez hallucinant, quoi. Il n'y a aucun autre village. Ok, d'accord, bon. Écoutez, si Nintendo l'ont fait, c'est certainement qu'ils avaient leur raison. Hein. Et donc, vous revenez là-dedans, puis on va vous dire d'aller dans le volcan, vous y allez. Vous faites ce qui est demandé. Puis vous revenez à Célesbourg, on va vous dire d'aller dans le désert. Alors vous le faites. Et puis rebelote, on va vous dire d'aller dans la forêt, puis le volcan, puis le désert. Puis on rebelote, la forêt, le volcan, puis le désert. Et c'est ça en fait jusqu'à la fin du jeu. Et dit comme ça, si vous connaissez pas le jeu, vous devriez vous dire mais c'est de la merde. Oui, non, parce que... Je veux dire, moi, un mec me raconte ça, je lui dis mais c'est de la merde ton truc là. Et moi je lui répondrai, mais oui, c'est de la merde. Mais c'est de la merde qui sent bon, parce que c'est Nintendo, alors c'est maîtrisé, tu vois, c'est réussi. C'est pas comme si c'était monsieur n'importe qui va faire leur merde dans leur coin. Non, là c'est de la merde de haut de gamme. C'est de la merde Nintendo, tu vois. La merde Nintendo, ça sent fort, quoi. Tu vois, attention, quoi, c'est le haut niveau. Tu vois, c'est un bousin, mais de haut niveau, le machin. Bon, et donc du coup ça passe. Parce que c'est de la merde de haut niveau. Tu vois? Bon. C'est difficile à bien comprendre, hein, surtout avec mes explications à normal l'œil, mais je vais tout de même essayer de vous faire comprendre mon point de vue. Parce que certes, c'est de la merde, mais pourquoi ça passe? Parce qu'on s'amuse. Voilà, bon sang. Parce qu'on s'amuse, tout simplement. Pourquoi on s'amuse? Mais parce que ces putains de zones qui sont... Je veux dire, c'est même, on dirait des stages, quoi. C'est une espèce de monde. Je veux dire, ils auraient presque pu rajouter le monde de la glace, tu vois. Allez hop, le monde de la neige. Allez hop, monde des enfers. Monde aquatique. Monde de l'espace. Monde extraterrestre. Ils auraient presque pu faire ça, que ça nous aurait pas choqué, tu vois. Voilà, parce qu'il n'y a pas de relation entre ces zones. C'est vraiment, t'as l'impression à chaque fois de jouer à un nouveau jeu. Tu vois, c'est bizarre, hein. Oui, c'est très étrange, effectivement. Mais donc, pourquoi il y a du fun? Parce que là, j'ai bien réfléchi à cette question, hein, durant de longs mois. Et je me suis dit, ben, finalement, il y a du fun parce que ce qu'on nous demande d'y faire dans ces zones, c'est des espèces de mini-games. C'est que des mini-games, en fait. Ce Zelda... c'est un Zelda qui pullule de minigames. Là où avant, dans les anciens Zelda, les mini-jeux, c'était des trucs annexes, vous voyez, qu'on avait loisir de faire ou pas, dans ce Skyward Sword, c'est des trucs obligatoires, qui font partie du scénario principal. Vous voyez, généralement, vous devez toujours faire un ou deux minigames, puis vous avez accès au donjon de la zone, vous y allez, vous faites votre petit donjon, le boss et tout, puis rebelote ailleurs. C'est ça. Et moi j'ai comparé ça, finalement, à un parc d'attractions, quoi. Parce que c'est ça. C'est la fête foraine à chaque fois. Tu vas dans une zone, et la zone c'est un parc d'attractions.
Voilà. On va te demander de faire des jeux. Donc je considère que c'est une sorte de parc d'attraction. D'ailleurs, dans le désert de l'Anel, carrément, t'as le grand 8, quoi. T'as le grand 8. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris à la fête foraine. C'est les forains qui vont être contents. Tu vois? C'est ça. Donc évidemment que c'est fun, parce que le grand 8, c'est fun. Qui n'aime pas faire un tour de grand 8 ici? Mais personne. Attendez, les montagnes russes, c'est toujours rigolo. Toujours fun. Et voilà. Montagne russe, c'est fun. Hop là, ils te le mettent dans le désert de l'Anel. Il manque plus que la grande roue dans la forêt. Pas que, vous allez me dire, dans la forêt, il y a le grand arbre. Le grand arbre, on pourrait dire que c'est... Ben ouais, finalement, le grand arbre, il aurait bien sa place dans un parc d'attractions. Un arbre géant. Voilà, un arbre géant. Oui, ça a sa place. Ça a sa place. Bon, ce que je vous dis là est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais je vous assure que c'est mon ressenti. C'est mon ressenti de la chose. C'est vraiment... On n'a pas... Quand on joue à ce jeu-là, tu n'as pas ce côté aventure. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas ce côté épique. C'est pas intense. Il y a peu de moments mémorables. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Je peux même vous citer les 3 seuls moments où je me suis dit, ah putain, là je retrouve du bon Zelda. Il n'y en a que 3. 3 moments. Et là, je pense que vous songez que ceux qui ont fait le jeu se disent, ah là il va nous citer le coup de la mer des sables là. Ben non, même pas. Parce que moi ça m'a un petit peu déçu. Je l'avais entendu parler avant même de le faire. Franchement, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans la mer des sables, quoi. C'est complètement sous-exploité, ça dure 5 minutes, il se passe rien du tout. Je vois pas du tout où c'est un coup de maître, le coup de la mer des sables, excusez-moi. Hein. Donc non, ce n'est pas ça. Premièrement, la rencontre que vous voyez certainement actuellement avec Narisha. Magnifique, magnifique, magnifique. Narisha, qu'est-ce que c'est? C'est c'est un PNJ. C'est une baleine volante. Très onirique. C'est vraiment un des rares moments dans le jeu où j'ai eu un petit peu de magie, tu vois, où il se passe quelque chose, où tu te dis, oh, putain, ça y est, enfin, quoi, enfin, au bout de 40 heures de jeu, quoi, il se passe un truc incroyable. Ouais, c'est juste beau, voilà. Là, je vous laisse apprécier les images. C'est juste beau. Au début, on doit la combattre parce qu'en fait, elle est parasitée par un parasite, ce qui est logique. Hein. Donc, on a un petit combat dans les airs. En plus, c'est génial. C'est le seul combat qu'on aura à faire dans les airs, quoi. C'est le seul combat qu'on va avoir à faire avec le ciel. Enfin, avec le ciel, j'allais dire, avec notre piaf, avec l'oiseau. Le seul. Il n'y en a pas d'autre. Le ciel est complètement sous-exploité. Je pense d'ailleurs que c'est le prochain point qu'on va aborder. Mais ouais, Narisha, quand le combat est énorme, on doit exploser ses yeux là. Surtout là, voir comme ça la baleine géante, volante, naviguer comme cela. Voilà ce que j'attends d'un jeu qui veut me faire voyager, voyez-vous. Voilà. Et en plus de ça, vu que on peut faire des chutes libres dans ce jeu n'importe quand, même quand on est à bord de notre... quand on est sur notre oiseau, à tout moment on peut dégager et on fait une chute ascensionnelle et c'est vachement bien fichu. On se croirait un petit peu dans Pilot Wings. Hein. On peut vraiment se faire freiner par l'air ou aller plus vite. Ça c'est très bien fait, le gameplay est juste parfait à ce niveau là. C'est un vrai Pilot Wings le truc. Et ce que je m'amusais ensuite, une fois donc qu'on a délivré cette baleine de son parasite et que donc elle peut voler un petit peu où elle veut, ben, je m'amusais à aller très haut dans le ciel. Et justement donc à quitter mon piaf et à descendre en chute libre et à essayer de me poser sur son dos, parce que sur son dos il y a une espèce de petite plateforme sur laquelle on peut aller. Voilà, c'est pas bien difficile, mais vous voyez, ça me faisait rire. En fait, je me rends compte que les moments les plus intenses que j'ai passés, c'est même pas le jeu qui nous propose de le faire, c'est nous qui devons inventer des choses, quoi. C'est assez grave. Sérieux, hein. C'est assez grave le truc. Enfin voilà, la rencontre avec Narisha, cette baleine, oh que c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magique, c'est énorme. Voilà. Et une fois donc qu'on la délivre là de son parasite, ben
Avant, en fait, c'était orageux, c'était grisâtre, et donc ensuite le ciel revient à la normale. Mais là, ce qui est dommage, c'est qu'on est dans une espèce de zone cloisonnée, dans une sorte de sphère cloisonnée, et donc la baleine ne peut pas vraiment naviguer où elle veut dans le ciel, elle est bloquée là-dedans, alors que ça aurait été énorme si on aurait pu la voir. Du genre, t'es à Célesbourg, tu regardes le ciel, et qu'est-ce que tu vois? Tu vois Narisha, tu vois la baleine voler dans le ciel. Voilà. Rien que pour ça, moi, j'aurais rajouté un point à la note finale du jeu, tu vois. Parce que ça aurait été énorme. Sauf que non, ça se passe pas comme ça. Parce que Narisha, elle est Kelo dans une espèce de prison de merde, dans un truc pourri, qui est en fait un temps de chargement dans la zone de chargement. Applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements. Bravo, 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 bravo. Non, parce que foutre une zone dans la zone de chargement, c'est quand même assez unique, messieurs de chez Nintendo, excusez-moi. Et donc ça me permet du coup de passer directement au premier point que j'ai abordé tout à l'heure avec la fameuse trilogie du fail, à savoir la zone de chargement à ciel ouvert, concepted by Nintendo himself. De quoi s'agit-il? Bon, là soyons clairs, j'enfonce une porte ouverte, hein. Tout le monde ou presque l'a déjà mentionné. Mais c'est tellement gros, les mecs, je peux pas passer ça sous silence, quoi. Oh, alors le ciel. Explication. Vous le savez sans doute, dans cet épisode, Link donc peut voler à bord d'un oiseau, et donc voilà, il peut naviguer un petit peu où il veut dans le ciel et tout. Bon, quand on commence le jeu, très vite, on va pouvoir vraiment voler où on souhaite au bout de quelques heures. Hein. On va obtenir notre piaf. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte également très vite que la zone est minuscule, la zone de vol est toute petite, déjà, mais surtout que il n'y a quasiment pas d'îles intéressantes. C'est-à-dire que déjà, la moitié des îles qu'on voit sur la map, quand on la regarde comme ça, on voit plein de petits îlots comme ça, mais c'est même pas des îles. C'est des rochers. C'est des cailloux. Je veux dire, c'est énorme, quoi. C'est des cailloux. C'est des pierres. C'est des pierres sur lesquelles tu as généralement un petit ennemi de merde qui nous balance une connerie. Tu peux même pas atterrir dessus. Et de toute façon, même si tu le peux, ça ne sert à rien. C'est des trucs qui doivent faire 5 mètres de diamètre. Voilà. Déjà, la moitié, c'est ça. La moitié. Ensuite, tu en as, on va dire, 30% ou même 40%, c'est quoi? C'est des îles un petit peu plus grosses qui doivent faire 10 mètres de diamètre, dans lesquelles tu as un coffre. Ces coffres sont bloqués la première fois en fait qu'on les trouve. En fait, ce sont des coffres qui sont à débloquer quand on est dans le monde terrestre, donc soit dans les zones de la forêt, du volcan ou du désert. Ça s'appelle les cubes de la déesse, il faut les trouver. Quand on les trouve, il faut leur envoyer un éclat céleste sur la tronche. Et le cube, hop là, s'élève au ciel. Et du coup, le trésor, en fait, va se matérialiser dans l'un des trésors qu'il y a sur l'une des îles dans le ciel. Voilà comment ça se passe. Et du coup, quand on regarde notre map, on sait quel coffre... enfin plutôt, on sait s'il y a un trésor dans tel coffre. C'est indiqué directement. Et donc, on y va sur les îles. Et c'est comme ça que l'on découvre les trésors. Généralement, il y a des rubis, des quarts de cœur, ce genre de choses. Mais donc ça, c'est des îles qui ne servent à rien également. C'est des îles, on y va juste une fois pour récupérer le trésor, ça prend 10 secondes et c'est fini. Donc en fait, vous allez me dire, mais il y a quand même d'autres îles que Célesbourg, que le village du jeu qui est au milieu, qui est le hub central. Il y a autre chose, oui, il y a autre chose. Mais putain, c'est tellement infime que j'ai presque honte de vous en parler. Enfin, j'ai honte pour Nintendo. C'est juste incroyable. Il y a quoi? Il y a l'île de la roulette, qui est un mini-jeu que l'on devra débloquer. Il y a l'île de la citrouille, qui est un bar. C'est la seconde île la plus grande, la plus vaste. Vaste. Non, c'est la seconde île la moins petite du jeu, plutôt. Après Célesbourg. Mais même celle-là, elle est toute petite. Même l'île de la citrouille, qui est donc un espèce de bar, c'est minuscule. En fait, c'est juste une maison, avec 3 PNJ dedans. Et tout le reste, c'est rien. T'as un autre mini-jeu où tu dois couper un bambou le plus vite possible. T'as l'île de Terry, pareil, qui ne sert à rien. Il y a, mais rien du tout. Ça, c'est du foutage de gueule. Jusque-là, j'avais pas encore employé ce mot-là. Mais là, on peut le dire. Le ciel,
c'est un fiasco, mais alors total. C'est The Fiasco. The Fiasco. Et vous avez certainement vu, donc là, depuis tout à l'heure, des gros rayons lumineux qui partent vers le ciel, hein, de la Terre au ciel. Il y en a un vert, un jaune et un rouge, si je ne me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. En fait, c'est les zones d'entrée, justement, de la forêt pour le vert, du volcan pour le rouge et du désert pour le jaune. C'est la seule et unique façon, du début à la fin de l'aventure, d'accéder à ces zones. Pas de téléportation. Incroyable. On a un instrument de musique qui ne nous sert même pas à nous téléporter. Cid et Rang. Ah ouais. Cid et puis Rang derrière. Incroyable. Non mais incroyable. Ça c'est une espèce de foutage de gueule, mais puissance 1000. Mais bref, je reviens d'abord vraiment au ciel et à ses îles. Oh, mais que vous dire après ça? Que vous dire après ça? Putain ce truc. Que vous dire? Comment vous expliquer l'ignominie de la chose? Et le pire, c'est que si quand vous voulez aller à Célesbourg, et évidemment Célesbourg, on doit s'y rendre plusieurs centaines de fois, vous avez un temps de chargement. C'est-à-dire que Nintendo n'ont pas réussi à faire en sorte que le passage de la zone, on va dire, du ciel à Célesbourg se fasse en temps réel, se fasse en streaming. Faut croire que la console n'était pas assez puissante pour ça. Incroyable. Souvenez-vous de Wind Waker. L'océan de Wind Waker. Pas un seul temps de chargement. Pas un seul temps de chargement. On parcourt tout l'océan. Tout l'océan. Il y a beaucoup plus d'îles en plus. Il y a beaucoup plus d'îles. Elles sont beaucoup plus grandes. Et ça se fait en streaming direct. Il n'y a pas de temps de chargement. Tu es sur l'océan, tu vois une île à l'horizon qui est super loin. Tu te rapproches, tu vois Mercantile, qui est un petit peu la grosse île du jeu où il y a plein de PNJ. Tu te rapproches. Pas de temps de chargement, tu accostes. Voilà. Et tu peux visiter l'île. Et ça s'est fait en direct. Et c'était magnifique. Et c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Oh, c'est énorme. Attends. C'est pas un fiasco, ça? Est-ce que c'est pas un fiasco? Mais c'est plus qu'un fiasco. C'est plus qu'un fiasco, les mecs. Mais oui, c'est plus qu'un fiasco. C'est inexplicable. C'est incompréhensible ce que je viens de vous dire. Incompréhensible. Si encore dans Célesbourg, il y avait des centaines de PNJ qu'il fallait animer, il y avait je sais pas moi, plein d'animations de partout, il y avait des événements dynamiques, tu vois, ou aléatoires qui se faisaient. Bon, alors, du coup, je vous dirais, d'accord, c'est compréhensible qu'il y a un temps de chargement, tout de même, il y a quand même beaucoup de choses à afficher, la Wii est ce qu'elle est, c'est pas un foudre de guerre. C'est acceptable. Sauf que là, pas du tout. Mais pas du tout. À Célesbourg, vous avez 3 pèlerins. Vous avez 3 pèlerins, et c'est tout. Non mais, attendez, c'est ça qui est le plus incompréhensible. C'est qu'il n'y a jamais d'événement dynamique. Il n'y a jamais d'événement aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Célesbourg, bon, je vous dis 3 pèlerins, mais allez, combien il y en a? En extérieur, évidemment, puisque en intérieur, on s'en fout. Dès que vous entrez dans une maison, hop là, temps de chargement again. Donc on s'en fout, ce qu'il y a dans les maisons, il y a déjà un temps de chargement. À l'extérieur, allez, s'il y a 10 PNJ, eh bien déjà, dis donc, je suis sympa avec le jeu. Non, il n'y a même pas 10 PNJ. Il doit y avoir genre 6 ou 7 PNJ à afficher, et c'est tout. Mais ça, c'est incompréhensible. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas réussi à rendre Célesbourg en streaming, quoi? Il y a toujours un temps de chargement. Toujours. Et ça, c'est insupportable. Parce que le nombre de fois où on va partir et revenir dans ce village, mais c'est plusieurs centaines. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout quand on voit que sur les autres îles, par contre, ça se fait en streaming. Vous voyez? Que ce soit sur l'île de la Citrouille ou n'importe quelle autre petite île, là par contre, il n'y a pas de temps de chargement. Et heureusement, parce que là, ça aurait été impossible. Là, ça aurait été une infamie totale. Vous voyez? Mais ça aurait dû être pareil pour Célesbourg, enfin! Mais évidemment que ça aurait dû être pareil pour Célesbourg!
Je sais pas moi. Enfin voilà. Incroyable, incroyable. Petit coup d'eau. Ah, tisane de tisane. À ce ciel, je vous jure, c'est quelque chose. Vraiment. Mais d'un autre côté, je vous ai pas encore expliqué pourquoi zone de chargement à ciel ouvert. Parce que, comme je vous l'ai dit, si, je vous l'ai un petit peu expliqué. La seule entrée des 3 zones, on va dire principales, donc la forêt, le volcan, le désert, c'est via ces espèces de trous qu'il y a là sur le ciel nuageux, où il y a un rayon, vous voyez, qui part de la Terre, qui remonte jusqu'au ciel. C'est la seule façon d'y accéder. Et évidemment, on va devoir faire bon nombre d'allers-retours. Vous voyez, c'est pour ça que j'appelle ça une zone de chargement à ciel ouvert, parce que cette zone du ciel ne sert à rien. Il n'y a rien à y faire. Les villes, on les visite, les îles, on les visite une seule fois. Une seule fois, toutes. Et je parle des îles qui sont pas grosses, mais qui sont, on va dire, où il y a quelque chose à y faire, mais on n'y va qu'une fois. On n'y va plus jamais après. Tout ce qu'on fait dans le ciel, c'est quand tu sors du trou du nuage de la forêt, tu vas vers Célesbourg. Et pareil pour tous les autres. Ce n'est que ça. Donc ce n'est qu'une grosse zone de chargement. Il n'y a strictement rien à y faire. Vous voyez? À chaque fois quand vous voulez vous rendre de Célesbourg au volcan par exemple, vous en avez au moins pour, on va dire, 3 bonnes minutes de chargement, de pseudo-balade. Parce que imaginez, vous êtes à Célesbourg. Déjà, pour prendre votre piaf pour aller dans le ciel, temps de chargement. Vous volez jusqu'à l'entrée de la zone du volcan. Ça, on va dire que ça vous prend 2 minutes, grosso modo. Puis vous sautez dans le trou, rebelote, temps de chargement. Et même là, c'est pas fini. Et quand vous y êtes, vous devez choisir un téléporteur, une statue, qui va vous emmener aux endroits où vous étiez déjà allé. Et vous pouvez choisir donc où atterrir. Vous choisissez, et là, rebelote, encore un petit temps de chargement. Donc à chaque fois, vous avez au minimum 3 temps de chargement pour aller, plus la balade dans le ciel, hein, pour vous rendre à un endroit. Et pire que ça, ça aussi c'est un truc de dingo. Imaginez, vous êtes, continuons sur le volcan, tiens. Donc vous êtes à un endroit, dans la zone du volcan. Imaginons que vous voulez aller à un autre endroit. Bon, vous avez soit le choix d'y aller à pied, mais imaginons que vous voulez faire, on va dire, une espèce de voyage rapide. Bon, parce que des fois c'est assez long, surtout quand vous êtes dans la zone du désert, qui est quand même très vaste. Eh bien, si vous voulez vous téléporter à une autre statue, vous pouvez pas seulement aller à une statue et demander le téléporte. Ça fonctionnera pas. Vous savez ce qu'il faut faire? Faut revenir dans le ciel. Donc il faut trouver une statue à ciel ouvert. Faut revenir dans le ciel. Donc premier temps de chargement, vous revenez dans le ciel. Puis vous faites un aller-retour, c'est énorme. Vous faites un aller-retour direct dès que vous êtes dans le ciel pour revenir. Puis vous replongez chute libre pour redescendre dans l'ouverture des nuages. Puis enfin vous choisissez l'autre destination via la statue que vous vouliez. Ça c'est tellement grossier qu'on dirait une erreur de programmation. Ça c'est quelque chose d'incompréhensible. Ils se sont pas rendus compte, les bêta-testeurs, que ça tenait pas la route quand ils ont fait ce système. Ils ont pas vu qu'il y avait un gros problème. Mais faut croire que non. Écoutez, faut croire que non. Moi je trouve ça incroyable. Incroyable de médiocrité. De médiocrité. Et c'est étonnant tout de même de la part de Nintendo qui ont toujours vraiment peaufiné tout de même leur jeu, quoi qu'on en dise. Hein. Nintendo ils peaufinent toujours, ils vont toujours vraiment à fond dans ce genre de choses. Et là t'as l'impression qu'ils n'ont pas vu les problèmes. Pourtant c'était des problèmes énormes qu'il y avait. Ça crève les yeux. Mais non, ils l'ont pas vu. Ou alors ils n'ont pas réussi à les corriger, quoi. Voilà. Le coup de Célesbourg qui ne se fait pas ou quand on veut y aller, ça ne se fait pas en direct, ça ne se fait pas en streaming. T'as l'impression que c'est Nintendo qui te disent ben ouais, désolé, mais vous savez, notre console elle est tellement pourrie, elle a tellement peu de mémoire qu'on n'a même pas réussi à faire ça en direct, dis donc. Eh ouais, on a été obligé d'y mettre un temps de chargement. Voilà ce qu'ils te disent, Nintendo. En fait, c'est un aveu. C'est leur propre aveu. Ils te disent, on est en fin de vie de la Wii, c'est notre jeu le plus ambitieux,
Et pourtant, vous voyez, on n'y est pas réussi. Ah, c'était vraiment de la merde notre console. En fait, ils te disent ça, quoi. Ah, c'était vraiment de la merde. On n'a même pas réussi à développer un bon Zelda, quoi. Sérieux. Non, je suis méchant, mais... Oh putain, je suis méchant. Oh putain, je sais pas comment ça va rendre, franchement. Je sais pas comment ça va rendre là dans la vidéo, mais... Je sais pas que je suis méchant. J'essaie juste de vous faire comprendre qu'il y a des trucs que Nintendo ne pouvait pas, n'avait pas le droit de faire comme cela. Et pourtant, ils l'ont fait. Et pour moi, c'est incompréhensible. Je n'arrive pas à le comprendre. C'est pour ça que je vous en parle. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à concevoir que même la Wii, aussi faible techniquement soit-elle, qu'on ne puisse pas, putain, aller sur une île comme Célesbourg, qui n'est pourtant pas très grande, où t'as 5 PNJ dedans, ils peuvent pas faire ça en direct, ils peuvent pas faire ça sans temps de chargement. Moi, je n'arrive pas à le comprendre, si vous voulez. C'est ça le truc. Moi, je n'arrive pas à le comprendre. Il est là le problème. Il est là. C'est ça le truc. Bon. Ceci dit, donc, après ce fiasco, cet échec transcendant du monde céleste de Skyward Sword, de quoi pourrait-on parler? Ah mais oui, attendez, je me rends compte que j'étais en train de vous parler des grands moments là avec Narisha, mais je me suis coupé, donc on va continuer. Donc, mes grands moments de ce Zelda, je vous disais, il y en a 3. Je suis désolé, c'est que ça part dans tous les sens, c'est complètement, ce que je dis est complètement dissocié, mais vous avez l'habitude. Le Hooper, c'est comme ça. Oui, donc la baleine volant Narisha. Je vais pas revenir sur ça, j'ai adoré. Et en plus de ça, pour ceux qui ont fait Link's Awakening, évidemment, ça parle encore plus, bien sûr. Donc, deuxième grand moment pour moi, c'est la forêt de Firon inondée. Oui, je vous ai dit que ça allait spoil un petit peu. La forêt de Firon submergée par les eaux. Magnifique. Ah, du grand Nintendo. Du grand Nintendo. Et puis techniquement, ça en jette. Hein. Parce que même quand tu es à la surface, il n'y a pas un pet de brouillard ou de clipping ou de ce que tu veux. Et c'est même pas flou au loin. C'est même pas flou au loin. On aurait pu avoir ce petit effet de paillettes comme on a dans la plupart des zones quand on regarde au loin. Là, non. Non, non, c'est magnifique. Magnifique. D'abord, l'eau est assez bien faite, la surface de l'eau. Et tu vois de la surface, tu vois toute la forêt en contrebas. Et tu peux aller où tu veux. Et c'est une grande idée que cette idée de la forêt inondée comme ça par les eaux, par au moins 100 mètres de hauteur, par de la flotte. J'ai adoré ce moment-là, surtout qu'on ne s'y attend pas du tout. Et là, je me suis dit, oh putain, ouais. Ah ça manque des grands moments comme ça, vraiment. Hein. J'ai adoré. Et donc le but, c'est de récolter. C'est un mini-jeu. Comme je vous l'ai dit, c'est la fête foraine. C'est un parc d'attraction ce jeu. Donc là, on a une fois de plus un mini-jeu que j'ai trouvé sympa. Il faut en fait récupérer des notes de musique pour recomposer le chant du héros. On va avoir trois épreuves, un dans la forêt, un dans le volcan, un dans le désert, toujours pareil. Hein. Et donc pour recomposer à chaque fois 3 mélodies, pour n'en faire qu'une seule à la fin, le chant du héros. Qui deviendra d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est l'un des grands thèmes de Zelda aussi, finalement, le chant du héros. On apprend comment se crée l'un des grands thèmes de Zelda, via le chant du héros. Enfin, il me semble que c'est un thème connu. Je me souviens plus vraiment, en fait, de la mélodie du chant du héros, c'est pour ça. Mais je crois, si je me souviens bien, je crois que c'est un thème connu. Il me semble. De toute façon, dans ce jeu, tous les thèmes connus, on les entend surtout à la fin. Hein. Tous les thèmes vraiment cultes de la saga. Durant tout le jeu, on entend très peu vraiment. C'est surtout des nouveaux thèmes. Bon, tant mieux, hein, au moins il n'y a pas trop de redites. Pas de village Cocorico, par exemple. Mais vers la fin, ils ont un petit peu mis les bouchées doubles et c'est là où on commence à entendre. On se dit, ah putain, enfin on l'entend cette mélodie. Enfin, putain. Je l'attendais depuis le début. Ça y est, au bout de 50 heures de jeu, ils nous la mettent. Mais ça peut se comprendre, étant donné que cet épisode, vous le savez, je vous l'ai dit, est censé être la genèse de la série. On comprend qu'on commence en fait à attendre les véritables thèmes à la fin. Quand Enfin, on comprend. Et donc, ouais, donc je reviens à cette forêt inondée magnifique. Et donc pour retrouver toutes les notes de musique qui sont en fait symbolisées par des poissons, divers poissons, il faut réussir tout simplement à les attraper. Il faut foncer sur eux. Et c'est comme ça qu'on va recomposer la partition donc du chant du héros, enfin plutôt du dragon de l'eau, parce que c'est ça en fait. Du dragon de l'eau pour la forêt de Firon, dragon de foudre pour le désert et dragon de je sais plus quoi, du feu certainement pour le volcan. Mais c'est magnifique quoi, moi j'ai adoré là, me balader comme ça
Mais ça quand même, ça a été un kiff, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu beaucoup de fun, comme je vous le disais dans ce Zelda. C'est que ça m'a pas vraiment ennuyé le fait de revenir dans les zones tout le temps. Parce que à chaque fois qu'on retourne dans les zones, forêt, désert, volcan, il y a toujours quelque chose en plus. Vous voyez, on y retourne, mais on va pas refaire ce qu'on a déjà fait, sinon c'est pas possible. Par exemple, la forêt, quand on y va la première fois, on peut juste explorer, on va dire, le devant de la forêt. C'est-à-dire, en gros, on va rester vraiment en bas, c'est un chemin plutôt linéaire, très cloisonné, c'est pas très grand et tout. Bon, on se dit, putain, c'est quand même moyen, là, sérieux. Wow, cette régression de ouf, quoi. On se croirait dans FF13, quoi. Et ces couloirs, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on y retourne la deuxième fois, on peut explorer le grand arbre. Et là, donc du coup, en fait, c'est comme si c'était une autre partie de la forêt qui se dévoilait. Et quand on y retourne, donc la troisième fois, la forêt est inondée. Et c'est pareil pour le désert, c'est pareil pour le volcan. Vous voyez, le volcan, quand on y retourne la troisième fois, toujours d'ailleurs pour réécrire le chant du héros, du dragon de feu, on a une toute nouvelle phase qu'on n'avait jamais vue jusque-là. Une espèce de pseudo-phase à la Metal Gear Solid. Vraiment, c'est ça. On se prend pour Snake. C'est-à-dire que, d'abord, l'ambiance a complètement changé, c'est beaucoup plus sombre, des gobelins sont apparus partout, tu te demandes d'où ils sortent, il y a des tours de garde, voilà, avec des projecteurs, et si on se fait éclairer par les projecteurs, ben, il faut recommencer le truc du début, c'est de l'infiltration, aussi incroyable que ça puisse paraître. Ça pourrait d'ailleurs faire penser à la séquence dans Ocarina of Time, quand on doit s'introduire dans le château d'Hyrule. Voilà, vers le début du jeu d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et oui, quand on a rencontré Zelda pour la première fois, il faut réussir à passer les gardes. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est des gobelins. Et le but, c'est de récupérer tout notre équipement qui a été volé par les gobelins. Donc en fait, il faut se retaper toute la zone entière, en mode infiltration. Et dans chaque coffre, il y aura une des armes, un des objets, eh bien, qu'on avait eu durant notre aventure. Mais que là, les gobelins, ils nous ont tout piqué quand ils nous ont foutus en prison, quand on arrive sur la zone. Vous voyez, c'est vraiment... C'est pour ça que ce jeu, je dirais qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, parce qu'il se passe toujours quelque chose, quoi. C'est pas une grande aventure, c'est pas un truc de ouf, mais on s'ennuie pas, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un truc à faire, voilà. Par contre, il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas de recherche. Notamment, je vais jamais revenir dans les zones. Jamais je suis revenu dans une zone juste pour l'explorer. Ça d'ailleurs, je trouve que c'est un gros point faible. J'aurais presque pu le mettre dans la trilogie du fail, hein, qui se sera appelée la quadrilogie du fail pour le coup. C'est ce manque d'exploration. On ne vit pas une grande aventure avec un grand A. Vous voyez, on ne découvre pas les choses. On a l'impression en fait qu'on est pris par la main et qu'on nous dit alors là tu vas voir, tu vas aller à la forêt, tu vas faire ceci. Alors, tu vas au désert, tu fais ceci. Puis tu retournes à Célesbourg. Tu vas au volcan, tu fais ça. Tu retournes à Célesbourg. Et puis tu revas à la forêt, tu fais ça. Tu retournes à Célesbourg. C'est ça. Les 50 heures, c'est ça. Comment on peut dire que c'est une grande aventure? On ne voyage pas. Il n'y a pas de voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est... À aucun moment j'ai eu envie de revenir dans une zone juste pour la visiter. Alors que dans les anciens Zelda, si. Vous voyez ce que je veux dire? Prenons... J'en sais rien. Je sais pas... Ocarina, le premier Zelda 3D. Ocarina of Time, le plus connu. Ocarina of Time. Et pourtant, vous savez que je porte pas particulièrement Ocarina of Time dans mon cœur. Hein. Je vous l'ai déjà dit. J'aime beaucoup le jeu, attention. J'aime beaucoup le jeu, mais... J'ai été déçu puisque je considérais à l'époque que Link's to the Past et Link's Awakening étaient supérieurs. Donc moi je comprenais pas le buzz quoi. Voilà, ça a été ça mon problème. Mais bon, je me suis guéri hein, de cette maladie au fil du temps. Et maintenant, ça passe beaucoup mieux. Mais donc même en prenant en compte le fait que j'étais pas un méga fan d'Ocarina of Time. Et vous savez que des fois, je rebranchais la N64, je remettais la cartouche d'Ocarina of Time. Juste pour redécouvrir entre guillemets certains coins, certaines zones, parce que ça me faisait plaisir, voyez. Rien que le fait de gambader dans la plaine d'Hyrule, c'est un plaisir. Pourtant elle est assez vide, il n'y a pas grand chose dans la plaine d'Hyrule d'Ocarina of Time, faut pas se voiler la face les mecs, c'est très vide même.
mais c'est un plaisir d'y gambader avec Epona. Un petit tour au lac Ilia. Moi je pouvais me poser là pendant 10 minutes devant le lac Ilia, avec la petite musique, la petite mélodie, si je me souviens bien, un truc très calme. Et c'est juste beau. C'est juste beau, alors qu'on est sur la N64, quoi. On est en 98. Et c'est beau. C'est la magie Nintendo. Ça ne s'explique pas. Voyez? Hop, un petit tour dans le lac. Hop là, je m'équipe des bottes de plomb pour aller hop là visiter un petit peu. S'il y a un petit secret que je n'avais pas trouvé, on sait jamais. Puis je remonte à la surface. Et puis un petit tour chez le pêcheur pour pêcher un petit coup. Et puis je reviens sur la plaine. Et puis un petit tour dans le village Cocorico pour aller parler aux habitants. Écouter cette mélodie de ouf qui est le thème du village Cocorico. Voyez? Ça, mais plusieurs fois à l'époque je l'ai fait. Parce que ça me faisait plaisir. Si là vous me demandez si ça me ferait plaisir de rebrancher la Wii pour revoir que ce soit la forêt, le volcan, le désert ou le monde céleste avec Célesbourg, je vous répondrai que non. Vous voyez, que non. Est-ce que c'est la nostalgie à 2 balles? Je sais pas. Mais je sais que non. J'ai pas du tout envie de revisiter. Puis il n'y a pas la moindre zone qui me donne envie, qui aurait ce sentiment, ce côté nostalgique. Pas une seule. Vous voyez, c'est pour ça que je considère pas que ce Zelda, ce n'est pas un voyage, c'est pas une grande aventure. Et ça, pour moi, c'est un de mes gros défauts. Parce qu'un jeu, ça doit procurer une forme d'émotion, surtout un Zelda. Et là, il y a très peu d'émotion. Il y a du fun, mais il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Ça fait partie de mes regrets. Bon, alors où est-ce que j'en étais? Oui, donc je vais vous parler de mes moments mémorables. Je n'arrête pas de me couper, c'est un truc de dingo. Je suis désolé. Et donc, oui, je vous parlais donc de la forêt inondée. Je vous l'ai dit, j'ai adoré ce moment. Bon. Et donc le troisième, ben, c'est tout à la fin. C'est le combat final, tout simplement. Donc là, je vais pas vous le montrer, d'autant plus que à la suite de cette vidéo, de cette présentation de Skyward Sword, je vous mettrai une vidéo du boss final plus ending. Donc si ça vous intéresse, ben, le boss final, vous l'aurez. Voilà. Et donc peut-être que vous comprendrez pourquoi j'ai vraiment adoré ce moment. Ben, j'ai adoré le boss final parce que, enfin, un moment épique. Voilà ce que je me suis dit. Oh putain, enfin un moment épique avec une musique épique, avec un visuel épique, et en plus c'est beau ce qu'on voit. Voilà. En fait, il y a presque un monde entre le boss final, ce qui s'y passe. Pourtant, c'est pas extraordinaire, c'est juste un combat contre un bonhomme, hein. Mais c'est bien fait, il y a une très bonne mise en scène, des très bons bruitages, une musique épique à souhait, et visuellement c'est juste magnifique. Les effets visuels sont magnifiques. On rencontre pas ça avec les autres boss. Quand tu compares ça avec les 3 confrontations qu'on a contre Ghirahim là, mais ça fait pitié quoi. Ça fait pitié. Les combats contre Ghirahim, excusez-moi, mais c'est la gnognotte quoi. C'est là que tu vois, mais pourquoi ils ont fait un truc aussi nul, aussi avec une mise en scène aussi ridicule contre Ghirahim? Ben tu sais pas, tu comprends pas. En tout cas, voilà, le combat final aussi, l'un de mes grands moments. Mon 3e grand moment. Voilà. Voilà les 3 trucs que j'ai vraiment aimé. Le reste, bon, je l'ai fait, c'était fun, mais sans plus. Alors ensuite, petit coup d'eau. Ça y est, je commence à avoir une petite extinction de voix là. Je commence à avoir une petite extinction de voix. Par quoi on pourrait continuer? Par la trilogie du fail? Bah oui, parce que pour l'instant je vais seulement parler donc de la zone de chargement à ciel ouvert, hein. Il serait peut-être temps de continuer. Donc, second fail, c'est la lourdeur de la Wiimote. Je me rends bien compte que je critique beaucoup ce jeu, mais il a également des points forts. Et surtout, je considère que c'est un Zelda à faire. Je vous le dis, c'est un Zelda à faire. La lourdeur de la Wiimote. Alors, il faut bien dissocier le gameplay de la Wiimote. Je considère que ce gameplay, il est très bon. On a peut-être ici le meilleur D'ailleurs, je vous dis peut-être, mais j'en suis sûr. Nous avons le meilleur gameplay dans un Zelda 3D. 3D, je dis bien 3D. On a le meilleur gameplay. C'est très souple. Link est super adroit, super agile. Ça se dirige beaucoup mieux qu'avant. Enfin, Link est souple. Et il y a plein de petites nouveautés au niveau du gameplay que moi j'ai adoré. Le coup de la jauge d'endurance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça. C'est vrai que le coup de voir visuellement là, cette espèce de petit cercle vert, ça fait penser à Mario Galaxy. C'est vrai que esthétiquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça, je vous l'accorde. Mais au niveau vraiment
comment dire, de l'intérêt, là je trouve que ça apporte quelque chose. Ça apporte vraiment un plus au gameplay. Cette jauge de fatigue en réalité, parce que c'est ça. Le fait de pouvoir courir, ça on s'en sert tout le temps. Du début à la fin du jeu, dès qu'on peut courir, on le fait. Ça, excusez-moi de vous le dire, pour moi maintenant il y a un avant et un après Link qui court. Ça va être difficile de revenir, je parle en mon propre nom comme d'hab, hein, mais pour moi, ça va être difficile de revenir à un Link qui ne peut pas sprinter. Enfin, courir si, parce qu'il court dans tous les épisodes. Mais sprinter comme il le fait, ça va être difficile. Pour moi. Ah oui, j'espère qu'on pourra sprinter maintenant tout le temps, parce que vraiment, ça apporte un plus énormissime. Souvenez-vous d'ailleurs dans les Zelda 2D, même si on pouvait pas sprinter, dans certains Zelda on avait les fameuses bottes de Pégase, notamment dans Link to the Past, et souvenez-vous que quand on voulait se dépasser rapidement sur la map, on utilisait en fait les bottes de Pégase, quoi. Qui pourtant théoriquement c'est plutôt une attaque, mais vu qu'on va plus vite quand on utilise les bottes de Pégase, moi ce que je faisais dans Link to the Past, mais tout le temps j'utilisais les bottes de Pégase, quoi, tout le temps. Vous voyez? Et là au moins on n'a pas, on n'est pas obligé d'utiliser une sorte de subterfuge pour courir comme on le faisait avant. Non, on le fait vraiment. Voilà. Et puis le gameplay, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Le fait de pouvoir un petit peu grimper comme ça contre un mur, un petit peu à la Assassin's Creed, ça apporte un plus. La contre-attaque avec le bouclier en secouant comme ça le nunchuk, l'espèce de riposte, ça apporte un plus. Voilà. Et puis certains objets sont énormes. Le scarabée, j'ai trouvé ça énorme. Le fait de pouvoir vraiment le diriger comme ça où on veut, d'explorer ce qu'on veut, en haut, en bas, parfait, magnifique. Et le fait de pouvoir récupérer quelques objets comme des bombes, parfait, magnifique. Les chutes ascensionnelles, je vous en ai parlé. La chute libre, ça c'est génial. C'est trop peu exploité malheureusement. On s'en sert quasiment pas dans le jeu, ça ne sert à rien. À part pour récolter quelques petits coffres par-ci par-là, mais on se sert très très peu des chutes libres. Quel dommage. Quel dommage. C'était tellement intéressant cette idée. On s'en sert à un moment dans Célesbourg pour finir une quête annexe. Mais que ça sert peu. Que ça sert peu. Il y avait moyen d'utiliser bien plus que ça, notamment dans les donjons. Ah, ils auraient dû faire un donjon d'ailleurs spécifique qui aurait été basé sur la chute libre. Hein. Ah non, mais il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Donc tout ça pour dire que le gameplay, j'ai aimé. Voilà, Link se dirige bien, malgré le fait que évidemment, vu qu'on joue à la Wiimote et au Nunchuk, on n'a pas de second stick, on ne peut pas tourner la caméra comme on le souhaite. Mais j'ai jamais eu de problème de caméra, ou quasiment pas. La caméra se met toujours bien, et de toute façon, on peut toujours, avec le bouton Z de Nunchuk, recadrer la caméra derrière Link. Donc vraiment maintenant, de toute façon, c'était déjà le cas dans les Mario Galaxy. Nintendo maintenant ils arrivent vraiment à faire un gameplay parfait malgré le fait qu'on ne puisse pas tourner la caméra comme on le pouvait faire avant à 360 degrés autour du perso. C'est plus un problème. C'était peut-être un problème à un moment, on va dire dans les premiers jeux qui utilisaient cela parce que Nintendo ne savait pas encore comment bien le faire. Maintenant je considère vraiment pas ça comme un problème. Non, la caméra se place toujours très bien. Une caméra dynamique et elle se place toujours parfaitement. Très peu de problèmes de caméra. Tiens, voilà un bon point. Très peu de problèmes de caméra. Mais donc, voilà, je vous parle du fameux fail, donc de la lourdeur de la Wiimote, qui n'est pas le gameplay. Pourquoi? Mais parce que, malgré le Wii Motion Plus, qui est censé donc améliorer la Wiimote, et j'imagine probablement que ça l'améliore, les problèmes principaux ne sont pas réglés, excusez-moi. C'est-à-dire que tu as toujours une certaine latence, avec les mouvements que tu fais, mais surtout, pour moi, le gros problème, c'est l'imprécision du machin. Mais clairement. Et ça se voit quand tu veux dessiner des trucs sur les murs de la DS, quoi. Ouais, genre, tu veux dessiner une bombe, ou un cœur, ou la Triforce, ou une flèche. Mais une fois sur deux, tu te plantes. Alors que tu fais pourtant bien le mouvement, mais c'est juste pas précis. Mais c'est surtout que c'est pas seulement l'imprécision, c'est que on ne peut pas être rapide. Et parfois dans le jeu, il y a des mouvements qui nous demandent d'être rapide, sauf qu'on le peut pas. Par exemple pour le dernier boss, et ça vous le verrez d'ailleurs dans ma vidéo du boss final, le dernier boss. Souvent, je suis proche de lui, je l'attaque, et ensuite j'utilise le bouclier pour me protéger, sauf que ça ne fonctionne pas. Parce que la Wiimote n'est pas assez... Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais trouver le bon mot? C'est pas qu'elle est pas assez précise, c'est pas ça le bon mot. C'est que... Elle est pas assez...
comment dire? Attendez, je cherche le bon mot. Hein. Laissez-moi une minute pour trouver le bon mot du problème de la Wiimote. Parce que c'est pas l'imprécision. C'est pas ça. Et c'est pas la lourdeur non plus. C'est que quand on est trop rapide, ça part en couille. Donc, on pourrait appeler ça... Elle est pas assez réactive, peut-être. C'est pas exactement le bon terme que j'emploierais, mais ça commence à s'y rapprocher un petit peu. Elle manque de réactivité. Quand on fait plusieurs mouvements à la filée, ça part en couille. Ça part en couille. Le boss final, vous le verrez, je le tape, je veux me protéger. Vous, évidemment, vous ne verrez pas que je voulais me protéger parce que ça ne se voit pas à l'écran. Mais à chaque fois, j'actionne vraiment le nunchuk, mais il se passe rien. Parce que ce qu'il faut faire, c'est tu attaques, t'attends une bonne seconde, tu utilises le nunchuk pour le bouclier. Si tu fais t'attaques, tu utilises le bouclier, ça marchera pas. Il faut toujours avoir un temps d'attente, toujours entre deux actions. C'est ça le problème. Il est là le gros souci en fait. Le fail, il est là. Tu peux pas enchaîner les actions comme si tu tenais une véritable épée, tu vois, dans la main droite, et tu ferais haut, bas, gauche, droite. Non, ça marche pas. Tu dois faire haut, bas, droite, gauche, doucement, haut, bouclier, droite, haut, bas. C'est comme ça le truc, c'est comme ça, tu ne peux pas être rapide. Gros manque de réactivité. Ça, c'est pas du Nintendo, c'est la Wiimote. C'est ça. Le problème de la Wiimote, il est là. Je pense que là, j'ai tapé dans l'huile. Je ne vous ai pas bien expliqué exactement le fond de ma pensée, mais je pense que vous avez compris. Moi, c'est ça qui m'a gêné. Au début, je trouvais ce système nickel. D'ailleurs, je vous l'ai dit quand je vous ai fait la vidéo du premier temple, la première vidéo du temple, c'était sur le second temple, le temple de la Terre. Au début, je vous expliquais que je trouvais que le gameplay était parfait, que pour moi c'était le gros point fort. Et effectivement, à ce moment-là, je le pensais vraiment. Mais au fur et à mesure, on se rend compte des problèmes qu'il y a. Et tu comprends pourquoi notamment t'as pas énormément d'ennemis dans les donjons. Par exemple, c'est que Nintendo, il voulait pas nous forcer à utiliser ce système parce qu'il voyait bien qu'il y avait un problème. Et d'ailleurs, c'est encore plus flagrant tout à la fin du jeu. Juste avant de combattre la dernière forme de Ghirahim, on doit se friter contre une horde, et c'est le cas de le dire, une horde d'ennemis dans le vallon du Sceau pour arriver jusqu'à Ghirahim. Quand je dis une horde, c'est des centaines d'ennemis, dont une bonne vingtaine, voire une trentaine, qui vont nous attaquer en même temps. D'ailleurs, j'étais impressionné, je pensais pas que la Wii pouvait gérer autant de trucs à la fois. Et bordel, tu te rends compte du calvaire que c'est, tu te fais toucher tout le temps, t'es obligé d'agiter la Wiimote comme un sagouin, comme un psychopathe dans tous les sens pour réussir à t'en sortir, sinon tu peux pas. Si t'essayes de faire dans la finesse, tu te fais démonter en 8. Ça, c'est flagrant. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi Nintendo, ils ont mis peu d'ennemis finalement. C'est parce que les combats, qui étaient censés être le point fort de ce jeu, ne le sont pas forcément. Voilà. Au début, on peut le croire, Nintendo réussit à faire illusion, mais quand on arrive à la fin, que tu regardes vraiment comment ça fonctionnait, tu te dis que non. Eh non. Ça aurait pu le faire, mais il aurait fallu que le capteur, que la sensor bar capte mieux nos mouvements, qu'on puisse faire des mouvements plus rapides sans que ça parte en couille. Et là, ça aurait été mieux. Voilà. C'est pour ça que je pense que dans le futur, si Nintendo veut réitérer ce système, ça peut vraiment bien fonctionner. Si c'est plus réceptif, si c'est plus réactif, il n'y aura pas de problème. Mais là, en l'état, il y a juste un petit manque de rapidité. Ça foire trop souvent. Et c'est clair et net, ça foire trop souvent. Mais par contre, si on accepte le fait de ne pas bouger son poignet rapidement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et moi, ça, je l'ai accepté très vite, évidemment. Sinon, c'est un véritable calvaire d'y jouer à ce jeu. C'est horrible. Mais il faut l'accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous l'acceptez, alors vous n'aurez pas de problème. Si vous ne faites pas de mouvement rapide, vous n'aurez pas de problème. Faut le prendre en compte, faut l'accepter, faut faire avec. Il faut juste faire une raison. Dites-vous, ok, ça fonctionne à condition que je fasse comme Nintendo ont prévu qu'il fallait le faire. Il faut pas que je fasse mon gros cracoucasse. Je peux pas faire je peux pas faire ma fine lame. Je peux pas aller super vite, sinon ça partira en couille. Si vous vous dites ça, alors c'est bon, parfait. Parfait. Malgré tout de même quelques problèmes du genre le recalibrage. Ça m'a bien fait chier aussi. Et ça aussi, c'est un fail de la Wii, on peut le dire. Le recalibrage. Rendez-vous compte que Nintendo,
ils étaient tellement conscients de leurs problèmes que sur la Wiimote, ils ont mis un bouton dédié à ça. C'est sur la flèche directionnelle bas. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là quand on utilise un objet notamment et le curseur va se recentrer au milieu de l'écran. Pourquoi ils ont fait ça? Et parce que ça part en couille tout le temps. Moi, c'est plusieurs centaines de fois durant toute l'aventure que j'ai dû refaire ça. Surtout quand on utilise l'arc par exemple, ou des objets dans ce genre-là. T'es obligé systématiquement de faire un recalibrage, de recentrer le pointeur. Sinon, c'est des prises de tête assurées. Et ça c'est quoi? C'est un fail les enfants. Ça s'appelle un fail. Ça s'appelle un fail. Il n'y a pas d'autre mot. Nintendo nous disent: oui, regardez, on a été obligé de mettre carrément un bouton dédié à cela, directement intégré à la Wiimote, parce qu'effectivement, ça part en couille. Désolé, hein, on a fait une console de merde. Et oui, désolé, hein, on a fait une reconnaissance de mouvement pourrie. Désolé, on recommencera pas. Voilà. Voilà donc ce que j'appelle mon second fail, qui est donc la lourdeur de la Wiimote. Voilà. Il est peut-être temps de passer au troisième fail, non? Oui, peut-être, oui. Donc, j'appelais ça la construction des zones qui a juste 10 ans de retard. Mais ça, je t'en ai déjà un petit peu parlé, parce que la construction des zones, comme je vous l'ai dit, c'est que les zones ne sont pas reliées entre elles, voilà. C'est que tu as l'impression d'avoir des mondes. C'est le monde du volcan, le monde de la forêt, le monde du désert. Donc finalement, je vous en ai déjà parlé de ça. Je vais peut-être pas trop m'étendre, pas trop m'étaler là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous signaler de plus que je ne vous ai pas dit? Pourquoi je trouve déjà que ça a 10 ans de retard? Mais parce que ça, il n'y a que Nintendo quand même qui ose nous faire un tel truc, qui ose nous pondre ça. Je veux dire, moi ça me paraît complètement comment dire, surréaliste. C'est surréaliste. Est-ce que vous, avant de jouer au jeu, vous auriez cru ça possible, sincèrement? Mais moi non. Moi je veux dire, un Zelda, ça a toujours eu des zones qui étaient reliées entre elles. Là, t'as l'impression de jouer à un jeu de plateforme, quoi. Alors, niveau 1-1, forêt. Niveau 1-2, Célesbourg. Niveau 1-3, volcan. Niveau 1-4, Célesbourg. Niveau 1-5, désert. Niveau 1-6, Célesbourg. Niveau 1-8, boss. Niveau 2-1, forêt. Niveau 2-2, Célesbourg. Niveau 2-3, temple. Niveau, je dis n'importe quoi. Niveau 2-3, volcan. Niveau 2-4, Célesbourg. Niveau 2-5, forêt. Niveau 2-6, désert. Temple, boss, Célesbourg, forêt. Temple, boss, Célesbourg, forêt. Ok, d'accord. D'accord, nous sommes dans un Zelda. Nintendo ne peuvent pas faire quelque chose d'aussi basique. Ne peuvent pas faire quelque chose d'aussi simpliste. Non, non et non. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je vais vous le dire ce qu'il aurait fallu faire, oui. Le Hooper va expliquer à Nintendo ce qu'ils auraient dû faire. Voilà moi ce que j'aurais vu. Bon, leur ciel, ok, ils voulaient le faire, ils l'ont fait très bien. Ce qu'ils auraient tout simplement dû faire, c'est que le hub central soit à la fois Célesbourg, mais également qu'ils en créent un autre sur Terre, tout simplement. Une sorte de pseudo-plaine d'Hyrule, et via cette plaine, il y aurait eu d'un côté le volcan, d'un côté, exactement comme la plaine d'Ocarina of Time. D'un côté t'as le volcan, d'un côté t'as le lac, d'un côté t'as le château, d'un côté t'as la vallée Gerudo, d'un côté t'as la forêt Kokiri, d'un côté t'as le village Cocorico, tu vois. Et même si séparé par un petit temps de chargement, dans Ocarina of Time, t'as l'impression que c'est cohérent, t'as l'impression d'un monde, tu vois, tu as l'impression de vivre quelque chose, tu es impliqué dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là non, tu n'es pas impliqué en quoi que ce soit. Donc ils auraient dû faire ça, une petite plaine. En plus de ça, ils auraient pu rajouter un petit village, puisque Célesbourg est le seul village du jeu. Le seul village du jeu. Mais, non mais je sais pas comment vous faire comprendre, putain. Je sais pas comment. Moi, s'il y a 20 ans, vous savez, moi j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai commencé les Zelda avec le tout premier. Le tout premier, on devait être en 88 ou 89. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu Zelda sur NES. J'ai vraiment connu cette série, mais à l'époque, vraiment de sa sortie. Et ensuite, je me suis fait quasiment tous les Zelda dans l'ordre. Mais si on m'avait dit, il y a 20 ans, que le Zelda du futur, que le Zelda de dans 20 ans,
il n'y aurait qu'un seul village, que les zones ne seraient pas reliées entre elles, et qu'il y aurait des temps de chargement de partout, est-ce que vous croyez que j'aurais cru ça? Est-ce que vous auriez cru ça? Mais évidemment que non. On aurait tous rigolé en disant mais arrête, c'est impossible. Attends, le prochain Zelda il va être immense. Ça va être des milliers de kilomètres carrés à visiter, des trucs de fou, des boss qui font 100 mètres de haut, des gros dragons. Voilà ce que j'aurais dit à 20 ans. Sauf que c'est pas des gros dragons, c'est Girahim. Je suis désolé, putain. Ah, je m'emporte, mais putain. Putain. Enfin bref, donc voilà ce que j'aurais vu, moi. Il aurait fallu une zone en bas qui aurait servi de second hub avec Célesbourg, tout simplement. Et ils auraient pu donc y rajouter un petit village, voilà, avec des habitants et des quêtes annexes. On aurait fait les quêtes annexes en bas, on n'aurait pas été obligé à chaque fois de revenir à Célesbourg et se prendre 5 minutes à chaque fois de temps de chargement dans le fion. Parce que ça c'est juste pas possible les enfants. Ça ce n'est pas possible. Je m'excite là. Je m'excite, je m'en rends bien compte. Petit coup d'eau. Petit coup d'eau avant que je pète un câble. Parce que là, je commence à fumer, là. Je commence à fumer. Ah, putain. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Bon, on va reprendre ma petite feuille. On va voir un petit peu ce dont on n'a pas parlé. La bande-son, tiens. Alors, je vous ai pas trop parlé de la bande-son, à part le thème principal. Alors là aussi, je suis désolé, je vais encore pousser un petit coup de gueule. C'est pas envers Nintendo parce que la bande son est correcte de ce Zelda. Elle est pas mauvaise, elle est pas bonne. Ça m'a pas donné envie d'acheter l'OST, mais elle est pas mauvaise. Elle est pas bonne non plus. Par contre, il y a un truc que moi je ne supporte plus. C'est les critiques professionnelles. À chaque Zelda, et même je dirais même à chaque jeu très attendu ou très connu ou à chaque grande série, c'est systématique. La bande son, c'est toujours un chef-d'œuvre. Vous aurez remarqué, hein. Vous pouvez prendre n'importe quel Zelda, l'OST, ah magnifique, ah splendide, splendide. T'as l'impression que les mecs, dès que le jeu est bon, en fait, c'est... Pour eux, la bande-son, ça va avec le jeu. C'est-à-dire que si le jeu est parfait, alors la bande-son sera parfaite, tu vois. Ils cherchent même pas à réfléchir, quoi. Pour eux, c'est comme ça. Le nombre d'aberrations que j'ai pu voir, que j'ai pu lire, que ce soit de nos jours sur internet ou à l'époque dans les magazines, concernant la bande-son des jeux, c'est juste incroyable. Ça, c'est un fail total pour les critiques professionnelles. Je suis désolé de le dire, mais vraiment, je le pense sincèrement. En plus là, ils se sont bien fait avoir. Parce que tous nous disent la bande son est géniale, vous savez pourquoi? Parce que c'est de l'orchestral les enfants. Alors c'est forcément très bien, je le fais. Avant nous avions du midi, maintenant nous avons de l'orchestral. Alors forcément, c'est génial. Fail! Fail! Attends, pour penser comme ça, et les mecs c'est des critiques pros quoi. Ils sont payés pour vous pondre ces tests. Hein. Non mais ça c'est n'importe quoi. Parce que c'est orchestral, c'est bien maintenant. D'accord, ok. D'abord, c'est faux. Premièrement, évidemment, c'est logique. En plus de ça, franchement, j'ai écouté l'OST. J'ai pas eu l'impression que tous les thèmes étaient orchestrales, moi. Souvent, j'ai l'impression d'entendre du vieux midi. D'accord? J'ai vraiment pas eu l'impression que c'était un orchestre. Je m'excuse. Le thème principal, d'accord. Le thème du ciel, très épique, très réussi, d'accord. Mais écoutez bien les thèmes de la plupart des donjons, ou même juste quand on est comme ça dans le désert ou dans le volcan, c'est pas de l'orchestral. En fait, t'as pas l'impression que c'est un orchestre, c'est un truc basique, quoi. Un petit peu de la soupe, c'est ce qu'on entend tout le temps dans tous les jeux, donc faut se calmer avec la bande-son, les enfants, hein. Calmez-vous, les critiques professionnelles avec l'OST. Parce que dès qu'il y a un Zelda, oh 20 sur 20, c'est magnifique, c'est Zelda, c'est magnifique. Mario, oh 20 sur 20 Mario, c'est magnifique. Bande son de ouf les mecs. C'est la même depuis 20 ans, mais bande son de ouf. Bruitage, c'est les mêmes depuis 30 ans, mais bruitage de ouf les mecs, bruitage de ouf. Là je suis méchant parce que j'adore les bruitages de Mario et j'adore également les musiques, donc je suis mal placé pour vous dire ça. Et je suis même un petit peu fanboy, vous voyez, des bruitages et des musiques comme ça, donc je suis mal placé. Mais voilà, ça je voulais en parler parce que ça m'exaspère. Et donc, pour revenir véritablement, et je commence à ne plus avoir de voix, à l'OST de ce Skyward Sword, ouais, le thème principal, donc le thème de Zelda inversé, le thème du ciel est magnifique, le thème de Célesbourg, toujours un petit peu entraînant, hein, ça rappelle le thème soit du village natal de Link dans
dans Wind Waker, ou de Mercantile un petit peu, ou alors le village Kokiri un petit peu dans Ocarina of Time. Enfin, bref, il y a toujours un thème qui est assez entraînant, un petit peu enfantin, vous voyez. Mais là, c'est le thème de Célesbourg. C'est réussi. Bon, mais après tout ça, c'est très moyen. Il n'y a pas vraiment de thème qu'on retient véritablement, que ce soit dans les donjons ou ailleurs. C'est correct, mais vraiment sans plus. Ça ne mérite pas tous les éloges que les critiques en font parce que c'est en orchestral. Vraiment, faut vraiment arrêter, quoi. Petite mention spéciale au thème du désert de l'Anel, qui n'est pas pourtant un thème vraiment particulier, mais je pense que je suis tellement resté longtemps dans cette zone, parce qu'au moment j'étais un petit peu bloqué, donc je suis resté plusieurs heures, et cette musique a fini par s'imprégner en moi. Et aujourd'hui, quand je me dis, est-ce qu'il y a des thèmes dont je me souviens? Et à part le thème principal, le thème du ciel, le thème de Célesbourg, il y a aussi le thème du désert de l'Anel, dis donc. Incroyable, hein? Incroyable. Je sais pas pourquoi. Est-ce que là je pourrais vous le fredonner, voyons. Est-ce que là je m'en souviens? Tun 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 tun. Voilà, mais écoutez, moi j'ai aimé ce thème. J'ai trouvé relaxant. En fait, il m'a permis de pas trop me faire chier dans le désert de l'Anel. Voilà, je le fredonnais pendant que je jouais. Et j'ai bien aimé ce thème. Il est assez simpliste, mais je sais pas. Je l'ai bien aimé ce thème. D'ailleurs, je tiens à dire que le désert de l'Anel est certainement la zone que j'ai préférée. Hein. Pas au début. Pas quand on la voit pour la première fois parce qu'il y a beaucoup trop de sable mouvant. Je déteste le sable mouvant, mon Dieu, quel que soit le jeu. Oh, je déteste les sables mouvants, ça nous empêche d'avancer, on s'enfonce, on perd, on doit recommencer. C'est juste horrible. Mais en plus là, quand on fait pour la première fois, on sait pas trop où aller. C'est un level design très bizarre, c'est plat, mais il y a des murs, donc tu vois pas trop en fait où tu dois aller. J'ai pas trop aimé. Par contre, quand on y revient ensuite, que ce soit la seconde fois ou la troisième fois, la mer de sable, tout ça, et surtout le coup des chronolithes, qui est certainement l'une des meilleures idées, nouvelles idées de gameplay de ce Zelda, j'ai adoré. Et finalement, le désert de l'Anel, c'est aujourd'hui mon niveau, enfin mon niveau. Vous voyez, c'est tellement un niveau. Rendez-vous compte, j'appelle le truc un niveau. Vous voyez? Vous imaginez dans Ocarina of Time si je vous dis ah ouais, le niveau du lac Hylia. Ah oui, oui, le niveau du volcan. Ah ouais, ouais, le niveau de la forêt Kokiri. Oui, le niveau de Hyrule. Oui, le niveau de la vallée Gerudo. Mais non, jamais. Mais jamais je disais ça. Vous voyez? Et là, ces zones-là sont des niveaux. On les considère comme des niveaux, comme des stages. Stage de la vallée Gerudo. Oui, stage du village Cocorico. Non, non les mecs, il y a un problème. Il y a un souci là. Vous pouvez pas faire ça à un Zelda. À un Mario, oui, pas un Zelda, c'est pas la même chose, putain. À force de vouloir trop casualiser vos jeux, à force de vouloir l'accessibilité à outrance, hein, à force de voir le grand public à l'extrême, et bien voilà le risque. Alors pour l'instant c'est pas trop grave, mais il faudrait pas que ça se répète dans le futur, ça. Il faudrait pas que ça se répète, attention messieurs de chez Nintendo, attention. Et donc où est-ce que j'en étais? Oui, non, voilà, je vous ai tout dit. Je vous parlais de la construction des zones. Voilà, donc qui est super oldies et tout. Ouais, c'est très bizarre de voir ça. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter. Oh putain. Oh putain. Énorme. 1h40. Écoutez. De quoi je ne vous ai pas parlé? J'aurais pu vous parler des Psysalis, parce que c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour moi, c'est pas un défaut parce que ça m'a amusé. Ça fait partie des minigames de la fête foraine. Voilà. Oui, ça peut rappeler évidemment les phases en loup dans Twilight Princess que j'avais détesté. J'ai vraiment pas aimé ça. C'était juste chiant, quoi. Vraiment, c'était super lourd ces phases en loup dans Twilight Princess. Ici, ça y ressemble et je trouve que c'est mieux fait. Je sais pas, il y a plus, il y a
il y a ce côté en fait un petit peu intense, quoi. On a de l'adrénaline quand on fait ça. Et j'ai vraiment aimé. C'est ni trop facile, ni trop dur. C'est juste sympa. En gros, qu'est-ce que c'est? Bon, si vous n'avez pas fait le jeu, il faut quand même que je vous explique. On se retrouve donc une fois de plus, un coup dans la forêt, un coup dans le volcan, un coup dans le désert, et un quatrième coup. Ah, là je vais pas vous dire, c'est vers la fin. Je vais quand même laisser un minimum de suspense, donc je ne vais pas tout dévoiler non plus, mais on doit le faire 4 fois cette épreuve. Et donc on se retrouve dans ces zones-là, et on doit grosso modo récupérer, je sais même plus ce que c'est des perles de lumière je crois, quelque chose dans ce genre-là, il y en a une vingtaine, qui sont disséminées dans le niveau. La particularité c'est qu'on est timé, on va devoir récupérer d'autres items qui nous donneront 30 secondes de répit, ou 90 secondes plutôt, non, je crois que c'est 90 secondes de répit à chaque fois, parce que sinon il y a des sortes de chasseurs, des statues, un petit peu partout dans le niveau, et si elles sont activées, elles vont directement se diriger vers nous, et si elles nous touchent, on doit se retaper le truc depuis le début. Voilà. Donc il va falloir essayer de récolter les trucs qui nous donnent 90 secondes de répit, plus les perles, plus d'autres trucs, je sais plus ce que c'est. Il va falloir être rapide, être méthodique, c'est-à-dire ne pas tout récupérer directement, laisser les machins qui nous donnent 90 secondes, les laisser vraiment, ceux qui sont accessibles, les laisser pour la fin, parce que c'est toujours à la fin que c'est un petit peu plus coriace. Et j'ai trouvé ça sympa, voilà, c'est bien. C'est bien, moi ça m'a amusé. Les 4 fois que je l'ai fait, c'est 4 fois où ça m'a amusé. Donc je suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est des trucs pourris ou que c'est que... je sais pas. Non, moi ça m'a amusé. Ça m'a amusé. Donc voilà. Pour moi c'est un bon point. Écoutez, vu que ça m'a amusé, je considère ça comme un bon point. Ah oui, il n'y a pas de cycle jour-nuit aussi. Ça également c'est quelque chose d'incompréhensible. Depuis tout de même le tout premier Zelda 3D, nous avons droit à un cycle jour-nuit. Et ça, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Je vais vous le dire en mille, je vais vous le donner en mille ce que ça apporte. De l'immersion, les enfants. De l'immersion dans un jeu. Voyez, ça apporte une ambiance supplémentaire. Quand tu es sur la plaine d'Hyrule, que tu regardes un soleil couchant, ça apporte quelque chose. Voyez-vous? Et c'est comme ça dans tous les Zelda 3D, sauf dans Skyward Sword. Et pourquoi? Tu ne le sais pas. Pourtant, on peut se diriger la nuit, pas dans les zones, mais juste à Célesbourg. Célesbourg, on peut s'y déplacer de nuit. Il suffit juste d'entrer dans n'importe quelle maison et de dormir, et on se réveillera la nuit. D'ailleurs, on est obligé de faire certaines quêtes annexes, bien sûr, la nuit, parce que la plupart des quêtes annexes se font en fait à Célesbourg, ou bien commencent à Célesbourg et se finissent à Célesbourg. Et donc, voilà, on a certaines quêtes annexes qui ne se feront que de nuit. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a que à Célesbourg. Même si on essaye de prendre notre piaf et de s'envoler, eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas faire les voyages... comment dire? On ne peut pas prendre notre oiseau et s'envoler et naviguer dans les airs de nuit. Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Et donc il n'y a pas de cycle jour-nuit. Vous l'avez compris. On peut... putain, je commence à perdre mes mots là. Je le sens là. Il est temps que la vidéo s'achève, les enfants. On peut visiter Célesbourg de nuit, mais c'est tout. Pas les zones. Et surtout, pas de véritable cycle. On ne verra jamais de soleil couchant. L'immersion en prend un coup, tout simplement. L'immersion en prend un coup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que je vous ai à peu près tout dit, hein, sincèrement. Qu'est-ce que j'ai inscrit dans les... au niveau des points forts, j'ai quasiment tout dit. Donc vous voyez, je suis désolé, mais là... Pourtant j'ai bien critiqué le jeu, mais je pense que je vais continuer parce qu'il ne reste que des points faibles là. Ah oui, putain ça aussi. Le ending RAM. Voilà ce que j'ai noté. Hein. J'ai mis le ending RAM. ça m'a fait halluciner. Attendez. Alors peut-être que ça vient de moi. Attention, je dis que le ending RAM, mais c'est peut-être parce que ma Wii maintenant elle est vieille, hein, elle date de 2005, hein, je n'en ai jamais changé. Peut-être qu'elle a un souci, je sais pas. Bon, peut-être ça vient de moi. Mais en tout cas, avec moi, le ending RAM extraordinaire. Quand on a les crédits, le défilement des crédits avec le nom des développeurs et tout. À l'arrière, on voit les différents environnements.
mais on les voit, le truc c'est à 3 FPS. Ça rame, mais méchant. C'est super laid. C'est super moche. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je sais pas, moi, admettons, je bosse chez Nintendo, ok? Je bosse sur le prochain Zelda. Mais dès que je vois ça, excusez-moi, mais directement je vais voir Miyamoto, je lui dis, je lui glisse à l'oreille, on a un gros souci là, il y a le ending qui rame. Attends, c'est trop énorme quoi! Le ending rame! Moi je trouve ça complètement inconcevable! Jamais on a eu ça. Mais jamais, vous imaginez Link to the Past et le ending qui rame? Attends, c'est énorme. Alors là, oui, vous allez me dire, oui, mais c'est en 2D, ça ne rame pas les jeux 2D, monsieur Hooper, vous savez bien. Oui, je suis au courant. Mais tu peux prendre Ocarina of Time si tu veux, y a pas de problème, hein. Ou n'importe quel Zelda 3D. Je n'ai pas le souvenir que aucun Zelda 3D, et pourtant sur la N64, elle n'est pas réputée pour avoir une fluidité de ouf, hein. Ça rame sur la N64, mais le ending rame pas. Là, c'est un truc de dingue. Le truc il rame, mais comme un Shadok. Il est super poussif, c'est... Pourquoi? De toute façon, je pense que là, je vous le mettrai... C'est un spoil, mais en même temps, ce n'est que les crédits avec les environnements, ça. Je veux dire, je vais pas vous mettre le ending entier, là. Je vais juste vous mettre ce moment-là. Et vous le voyez, vous l'avez vu. Ça rame, incroyable, le ending rame. WTF, quoi. Ils l'ont pas vu? Ils l'ont pas vu, ceux qui ont bêta-testé le jeu? Incroyable. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, l'instrument de musique. On va en parler un petit peu. La lyre, une espèce de petite harpe. C'est peut-être d'ailleurs la lyre de Sheik, hein, d'Ocarina of Time. Ah, il y a peut-être un petit clin d'œil avec ça, j'ai pas bien compris, mais c'est possible. En tout cas, dans cet épisode, Link se sert donc d'une lyre comme instrument de musique. Il y a juste un petit problème, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne sert que pour le scénario principal et pour ouvrir les murs là mystérieux, vous savez. Quand on veut dessiner quelque chose avec la Wiimote et qu'on n'y arrive jamais parce que c'est totalement imprécis. Mais sinon, on s'en sert que dans le scénario principal, mais le problème c'est que c'est super mal intégré. Il faut juste bouger la Wiimote de droite à gauche en rythme, comme une sorte de métronome. C'est tout. C'est tout. Et on le fait qu'au moment où on nous demande de le faire. On ne va pas apprendre de mélodie. Alors là, ça aussi c'est un méga fail. J'aurais pu foutre ça dans ma trilogie du fail. Mais parce que, vous imaginez quand même qu'on est sur Wii. Ok, Nintendo, ils ont fait un jeu il y a quelques temps, ça s'appelait Wii Music. C'est-à-dire qu'ils ont voulu nous faire croire qu'on pouvait vraiment faire de la musique avec la Wiimote et le Nunchuk. Ça a été un fiasco total, comme tout le monde le sait, mais ils ont voulu nous faire croire ça. Et là, ils nous mettent un instrument et rebelote, ils nous disent en fait, ce qu'ils nous disent véritablement, ce qu'ils disent à la face du joueur, c'est... Désolé, en fait, on savait pas du tout comment intégrer un vrai gameplay, quoi, des vraies idées avec la lyre intégrée à la Wiimote. Donc on n'a rien fait. T'as juste à faire un petit mouvement de balancier de droite à gauche. D'accord. Ok. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y avait tellement de choses à faire. Pourquoi on n'a plus à apprendre de mélodie? Mais le coup du cycle jour-nuit, ça aurait dû être une mélodie. On aurait pu devoir le faire n'importe quand, dans n'importe quelle zone. Et surtout, on aurait dû pouvoir se téléporter. Mais bien sûr, quand on est... Moi, je vais vous dire un truc. Jusqu'à la fin du jeu, j'étais persuadé qu'à un moment ou à un autre, on apprendrait quand même des mélodies. Et je me disais, à un moment ou à un autre, on va bien apprendre des mélodies qui vont nous servir à nous téléporter directement, soit à la forêt, au volcan ou au désert. Et on sera plus obligé de s'envoler de Célesbourg et d'être obligé d'aller dans le petit trou et de se laisser tomber. C'est pas possible. Eh bien si. Il n'y a pas de mélodie. Alors que depuis Ocarina of Time, ils avaient réussi à intégrer les mélodies à apprendre et tout, qui étaient en plus utiles. Là, il n'y en a pas. C'est pas normal, quoi. Dans Wind Waker, à un moment, on apprend bien des mélodies, une mélodie, qui est d'ailleurs une quête annexe, si je me souviens bien, mais c'est à vérifier, hein, qui nous permet, avec une espèce de tornade, là, de naviguer plus facilement sur l'océan. On n'a pas toujours à naviguer pendant des kilomètres et des kilomètres pour aller où on veut, sinon c'est pas possible, voyez. Mais là, si, dans Skyward Sword, si, jusqu'à la fin, vous serez obligé de toujours tout vous retaper. Ça, c'est pas normal. Aucune mélodie, incroyable. La lyre ne sert à rien. Alors qu'on...
qu'on a un gameplay qui aurait dû servir à cela. Ça, c'est, encore une fois, inexplicable, incompréhensible. Incompréhensible. Putain. Vous imaginez que vous êtes à la forêt. Ça, je sais même plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais bon, là je commence à m'embrouiller. Je sens qu'il est temps qu'on s'arrête pour ce test. Imaginez, vous êtes dans la forêt, si vous voulez aller au volcan, oui je vous l'ai dit ça, je vous l'ai dit, si vous voulez aller au volcan, vous devez retrouver, je vous l'ai dit, vous devez reprendre une statue, vous envoler, faire demi-tour, ah non, je vous ai dit ça, si vous voulez vous téléporter dans une même zone, mais c'est pareil, si vous voulez aller dans une autre zone, c'est pareil, vous trouvez une statue, vous envolez, volez vers l'entrée, l'unique entrée de l'autre zone, vous laissez tomber, non mais c'est pas possible quoi, c'est pas possible les enfants, non. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah, le bestiaire. Allez, le bestiaire. Quelques minutes sur le bestiaire. Non mais, trop peu d'ennemis, les enfants. D'abord, la plupart des donjons sont vides. Je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas d'ennemis dans les donjons? À part 3 chauves-souris, 3 gobelins, 3 lézards, et peut-être que 3 blobs. Il y a aussi des blobs. Voilà. Dans chaque donjon, t'as ça. Il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemis. Les enfants, vous avez oublié les ennemis. Ouh, Nintendo, vous avez oublié de mettre des ennemis. Vous avez oublié de mettre des mobs dans votre jeu. C'est énorme. Attends. Donc non seulement il y a très peu d'ennemis à abattre, mais surtout, mais qu'est-ce qu'ils sont peu variés. Putain, du début à la fin, t'as les mêmes trucs. C'est juste qu'ils changent de couleur, quoi. Faut arrêter, quoi. T'as quoi? Les chauves-souris, les gobelins, les lézards, les blobs. Ça, c'est les 4 trucs qu'on rencontre tout le temps. Ensuite, les espèces de gros ennemis qui ont une sorte de bouclier. Alors, ils peuvent avoir soit un bouclier en bois ou un bouclier en fer. Eux, ils sont sympas, parce que plutôt coriace à tuer. T'as les plantes carnivores, j'ai oublié. Plantes carnivores aussi, du début à la fin. Hein. Plantes carnivores à donf. Et puis, c'est tout, quoi. C'est tout. Après, si, quand tu es dans le désert, dans les temples du désert, tu as les espèces de colonnes robotisées qui te balancent un éclair. Et je dois en oublier 2 ou 3 bien sûr, mais c'est trop peu. En tout on doit avoir peut-être une dizaine, on va dire 10 ennemis différents. Mais 10 ennemis différents, c'est ridicule, messieurs de chez Nintendo. C'est ridicule, putain, dans Zelda 1, j'ai l'impression qu'il y en avait plus. Dans The Legend of Zelda, le premier, sur Famicom en 86, je parle du tout premier. Je pense vraiment qu'il y avait plus d'ennemis. Non, attends, mais non. Tu peux pas. Ça, encore une fois, c'est quand même... Non. Tu peux pas, quoi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis que les quêtes annexes étaient pas géniales. Oui. Ben, c'est vrai que j'avais entendu que du bien des quêtes annexes. Là, je les ai quasiment tous faits dans ma partie principale. Et ouais, il y en a quelques-unes qui sont sympas, mais généralement, c'est pas génial. D'abord, on n'est pas du tout du niveau de Majora's Mask, notamment, qui fait juste 10 fois mieux à ce niveau-là. Et en plus de ça, elles sont plus nombreuses et elles sont plus intéressantes. Pour un jeu de la Nintendo 64, je le rappelle. Là, la plupart des quêtes, c'est juste un PNJ qui va nous demander d'aller chercher quelque chose. C'est ça. Voilà. Il nous accoste. Oh, est-ce que tu pourrais aller chercher quelque chose? Par exemple, le PNJ de l'île de la roulette. Est-ce que tu peux aller me chercher, je sais plus, une roulette, ou je sais plus ce que c'est, qui se trouve évidemment dans le désert de l'Anel. Alors, rebelote, faut aller dans le désert de l'Anel. En plus de ça, faut se servir du système de recherche. Ça, j'en ai pas parlé. Du système de détection en vue FPS. Et ils ont complètement abusé de ce système. Mais complètement. C'est, comment dire, on se sert de ça pour tout. Pour tout. Les quêtes annexes, le scénario principal, quelle que soit la recherche, tu utilises ça. Mais, excusez-moi, c'est pas digne d'un Zelda. Généralement, une recherche, tu fais ça avec une carte. Tu prends ta carte, tu réfléchis, tu regardes où il faut aller. Tu fais pas avec une vue FPS, il y a un truc qui fait... Non, non, c'est un petit fail. Pas pour Zelda, on peut pas faire ça pour Zelda. Oui, c'est fun. Oui, c'est accessible. Oui, c'est casual. Ce n'est pas Zeldaesque. D'accord? Parce que ce n'est pas épique. C'est pas digne d'un Zelda pour moi. Si encore il avait fait que 2 ou 3 fois, je dirais rien. Mais c'est pour tout. C'est pour tout qu'il y a ça. Du début à la fin. Ce système de détection, on s'en sert tout le temps.
tout le temps. Et on est obligé de s'en servir. Parce qu'il y a des trucs, c'est impossible à trouver. Si on ne veut pas s'en servir, c'est impossible. Voilà, ça m'a vraiment énervé. Mais de quoi je vous parlais juste avant? Oui, des quêtes annexes. Mais ouais, donc voilà, la plupart, c'est juste un PNJ qui va nous demander vraiment d'aller chercher quelque chose, ou alors d'aller parler à un autre PNJ, et puis voilà, c'est tout. La plupart, c'est ça. Hein. Excusez-moi, on peut pas crier au génie, quoi. Non, il n'y a aucune quête annexe qui me reste vraiment en mémoire, quoi. Aucune. Non, j'ai pas trouvé ça génial, excusez-moi. Même les quêtes annexes, j'ai pas trouvé ça génial. Après, je pourrais également vous dire que je trouve que le début de l'aventure est le plus raté, tout Zelda confondu. Je parle grosso modo des 2 premières heures, qui sont très difficiles. Déjà pour le faire la première fois c'est dur, mais alors pour le refaire c'est encore plus dur. Là je l'ai refait pour me remettre un petit peu dans le bain, et mon dieu, ça a été dur. Hein. Il y a trop de parlotte. Il y a trop de parlotte, il y a trop de blabla. Les 2 premières heures, il y a trop de trucs inutiles dont on se fiche complètement. Et puis cette espèce d'ambiance à la Harry Potter, là, quand on est dans notre... dans l'espèce d'école, là, où on va devoir apprendre à voler avec son célestrier. C'est totalement pompé sur Harry Potter. Je n'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé cette ambiance du début du jeu. Après c'est mieux, mais vraiment le début, ah non, non, plus jamais ça, pitié, pitié, pitié. Alors j'ai préféré... Le début de tous les autres Zelda 3D, j'ai préféré. Là, c'est très moyen. Quoique, dans Majora's Mask, le début est difficile aussi. Ouais. Dans Majora's Mask, le début est vraiment difficile parce que tu t'attends pas à ça. Ouais, t'es directement propulsé dans cette ville, parce que c'est vraiment une ville, et tu t'attends pas à ça. Tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? T'es complètement pris au dépourvu, en fait. Donc, moi, Majora's Mask, le début, j'ai eu du mal. Mais après, quand tu comprends le système, quand tu comprends le jeu, c'est là où tu prends vraiment plaisir. Mais au début, moi, j'étais à la limite d'arrêter à l'époque, hein, pour Majora's Mask. Parce que je me suis dit, mais c'est pas un Zelda. Au début, je me suis dit, c'est pas un Zelda, quoi. Mais si, c'est juste qu'il faut vraiment comprendre le délire de Majora's Mask pour vraiment s'imprégner du truc, quoi. Mais là, dans Skyward Sword, non, j'ai eu beaucoup de mal, là, putain, j'ai eu du mal. Le début est mauvais. Qu'est-ce que j'ai mis? Trop de chargement, mais ça, je vous l'ai dit, oui, il y a beaucoup trop de chargement tout le temps. C'est horrible, quoi. Même quand vous êtes dans une zone, c'est-à-dire dans la forêt, ou dans le volcan, ou dans le désert, vous avez également là des chargements. Pas énormément, mais il y en a quand même. Hein. C'est segmenté. Même là, c'est segmenté. C'est pas en streaming, quoi. C'est dur, hein. Ah, c'est dur. Qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ouais, j'avais aussi noté les terriers des tops, là, des Mogma. Parce que c'est super... il y en a trop. C'est super redondant, c'est super chiant. Une fois, ça va. 2 fois, 3, ça va. 3 fois... C'est pas encore bonjour les dégâts, on peut dire que ça va aussi, mais le problème, c'est que ça, c'est comme le reste. Recyclage. Des dizaines et des dizaines de fois, on va nous demander de creuser, d'aller, de nous enterrer dans un trou, et de détruire une espèce de gros mille-pattes, là, et d'actionner des trucs, c'est chiant, excusez-moi, ces phases sont juste chiantes, quoi. Ça, c'est un truc qu'on aurait dû faire qu'une seule fois dans un donjon, plusieurs fois, mais juste dans un donjon. Sauf qu'à partir du moment où tu le découvres dans le donjon, ils vont te resservir ça tout le temps par la suite, et non, quoi. Non, putain, non. Alors, je vous ai pas trop parlé des boss. Moi, j'ai bien aimé les boss, parce que généralement, il faut quand même une façon spécifique de les tuer. Que ce soit le scorpion, que ce soit la statue Bouddha... Bon, tout ça, je vous en parle pas trop parce que vous l'avez vu. Je vous ai même fait le défi du dragon de foudre. Donc vous avez vu quasiment tous les boss à part le dernier. Et à part Narisha, que je vous ai certainement montré tout à l'heure. J'ai bien aimé les boss, mais là aussi, que de la redite. On doit tuer tous les boss 2 fois quasiment. Sauf le Bouddha. Sauf l'espèce du gros kraken là, sorti tout droit d'un dessin animé. Et peut-être un autre. Mais les autres, putain, Giraim 3 fois, le Scorpion 2 fois, le Banni 3 fois, le Banni 3 fois. Sérieusement, non. Et j'en oublie, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme boss? Il y en a un autre qu'on doit tuer 2 fois aussi, mais... Je l'ai plus en mémoire. Ah, quoique non, peut-être pas. Hein. La boule de feu une seule fois aussi, non, ça dépend. Ça dépend. C'est juste le Scorpion 2 fois, le Banni 3 fois, Giraim 3 fois. C'est déjà beaucoup, vous me direz. Peut-être un autre boss qu'on doit se refarcir, mais... je l'ai plus... Ah oui, si, le squelette.
Oui, oui, l'espèce de squelette robotique, là, le squelette cybernétique. On doit se le taper une première fois dans la forêt. Dans la forêt, n'importe quoi. Attendez. Attendez. Non, non, dans le bateau. Attends. Oui, dans le bateau. Une première fois dans le galion des sables, tout à fait. D'ailleurs, vous l'avez vu. Et la seconde fois... Oui, c'est pour le tout dernier donjon. D'ailleurs, j'ai aimé le dernier donjon quand même. Malgré ce que je dis dans la vidéo, c'est vraiment une bonne idée, cette idée de cube. Exactement, un contexte à la cube, c'est ça. Hein. J'ai vraiment aimé, mais là aussi, c'est que de la redite, quoi. Là aussi. Recyclage à fond sur plein de trucs. Après, bon, je vous ai quasiment cité tous les points. Donc pour conclure, parce qu'il faudra bien conclure à un moment ou à un autre, on a déjà dépassé les 2 heures, c'est génial. Je dirais... J'aurais pu également vous parler notamment de l'amélioration des armes. C'est une bonne idée, mais c'est juste anecdotique. Voilà, bon, on peut améliorer quasiment toutes nos armes, on peut améliorer notre lance-pierre, nos boucliers, puisqu'on aura différents boucliers. On aura au début, on pourra choisir le bouclier de bois ou le bouclier de fer, parce que le bouclier de bois, il sera insensible à l'électricité, mais sensible au feu. Le bouclier de fer sera sensible à l'électricité, mais insensible au feu. Non, attendez. Je m'embrouille. Non, il sera sensible à l'électricité, mais insensible au feu. C'est ça, le bouclier de fer. Et donc, évidemment, dans chaque donjon, on aura soit... Il sera basé sur le feu parfois sur l'électricité. Donc, il faudra toujours jongler au début avec ces boucliers. Mais très vite, on va avoir le bouclier violet, dont j'ai oublié le nom, qui déjà va nous permettre de pouvoir parer à la fois le feu et l'électricité. Donc, très vite... ça sera plus vraiment un problème. Puis ensuite on a le bouclier ilien qui est incassable. Ouais, donc l'amélioration c'est pas mal. Donc vous l'avez vu certainement dans mes vidéos. Il y a du craft, on récupère des matières premières un petit peu partout. Et avec ça on va pouvoir améliorer nos armes, notre équipement. C'est sympa. Mais je trouve ça anecdotique parce que ça se fait quand même très facilement. J'ai quasiment tout amélioré dès que je le pouvais. Tu vois, on n'a pas de recherche spécifique à faire pour ça. Ça se fait en fait dans le fil de l'aventure, quoi. On aura toujours assez d'argent. D'ailleurs, l'argent, on peut en parler, c'est n'importe quoi. Regardez là, à mon compteur, j'en ai quoi? J'en ai 5900 et ça ne me sert strictement à rien. Et l'argent ne sert à rien si ce n'est pour upgrader nos armes, nos objets. Sinon, l'argent ne sert à rien. Et pour acheter tout ce qu'on peut acheter à la boutique de Terry, avec son petit aéronef là. Mais là c'est pareil, j'étais arrivé à la moitié du jeu, je l'avais quasiment tout acheté déjà. Même le quart de cœur et le reste. L'argent, on a trop d'argent dans ce jeu. Encore une fois, c'est l'accessibilité à tous. Trop d'argent, on achète tout très vite. On débloque tout très vite. Accessibilité au plus grand nombre, grand public. Priorité number one pour Nintendo, ça se voit. Il suffit de voir les New Super Mario Bros. Ça se voit de suite, quoi. Au final, je dirais que ce Zelda n'a pas été une déception parce que je l'attendais pas particulièrement. C'est ça que vous devez comprendre. Si je l'avais attendu, comme j'ai pu attendre à l'époque, que ce soit Twilight Princess ou Wind Waker ou tous les autres, j'aurais été méga déçu. J'aurais insulté Nintendo dans cette vidéo. Je les aurais insultés. Mais je l'ai pas attendu comme ça, je me doutais que ça serait un petit peu comme ça, je m'en doutais, donc moi j'ai juste apprécié le jeu et j'ai eu du fun encore une fois. Je veux surtout pas que vous croyiez que je n'ai fait que dynamiter le jeu dans cette vidéo, parce que certes il y a beaucoup de trucs qui vont pas, mais au final j'ai eu du fun et je suis bien amusé. Je pense pas que je le referai parce que, encore une fois, on ne voyage pas, c'est pas une aventure, il n'y a pas assez d'émotions, mais il y a du fun, le gameplay est sympa, c'est rigolo, il y a plein de mini-jeux rigolos, on s'amuse. Mais c'est tout, ça ne propose que de l'amusement. Est-ce qu'un Zelda c'est que de l'amusement? Non. La réponse c'est non. C'est non. Un Zelda c'est pas un Mario, les mecs. Faut pas confondre, Nintendo, ne commencez pas avec ça. Un Zelda c'est pas un Mario. Vous ne pouvez pas faire ça. J'espère que Zelda de la Wii U va revenir un petit peu aux fondamentaux de la série, avec surtout un grand voyage. Moi ce que je demande c'est un grand voyage, un voyage onirique. C'est ça que je demande. Et des zones qui sont reliées entre elles, quoi. Et moins de chargement, parce que ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, enfin. Incroyable. Un jeu de notre époque avec autant de chargement. Non. Non, non, non et non. C'est... Voilà, tout simplement.
Et donc, si ce Zelda, je l'ai pas attendu, c'est justement parce que j'avais été déçu par tous les autres. J'ai été déçu par Twilight Princess, par Wind Waker, oui, par Wind Waker, par Ocarina of Time. Majora's Mask, je l'attendais pas autant qu'Ocarina of Time, donc je l'ai pris un petit peu comme une espèce de gâteau. Vous voyez, comme une espèce de petit cadeau en fait de Nintendo pour la fin de vie de la N64. C'était pas un jeu que j'attendais comme un ouf, donc j'ai été ni déçu ni ravi. Une fois que je l'ai eu terminé, je me suis dit ah putain, je m'attendais pas à un truc en fait aussi réussi. Je pensais qu'il serait moins bon que ça. Finalement, il est très réussi quand on le comprend. Mais je l'attendais pas. C'est peut-être aussi pour ça. Si je l'avais attendu comme un ouf, peut-être que j'aurais été déçu. Je me rends compte que quand je n'attends pas un jeu, eh ben ça passe beaucoup mieux. Je pense que c'est pour ça. Ce Skyward Sword, la pilule est passée beaucoup mieux, peut-être à cause de cela. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Je me rends compte que... Putain, je sais pas comment je vais faire pour le montage, c'est un truc de dingue. En tout cas, on s'arrête là. Donc pour conclure, ben, j'ai envie de dire Skyward Sword n'est que, on va dire, une sorte d'amuse-gueule, tu vois, une sorte d'entrée, là où il aurait dû être le plat principal, en fait, de la Wii. Parce que tous les Zelda sur console de salon se doivent d'être irréprochables. C'est une grande série, c'est une série unique. Voilà. Par contre, ce que je vais retenir aussi, et ça je vous l'ai dit, c'est que c'est un Zelda unique et original. C'est aussi ça qui fait mine de rien sa force. Voyez, si on comparait avec Twilight Princess, je dirais, je préfère Skyward Sword à Twilight Princess, ce qui va être, je pense, une incompréhensible pour beaucoup d'entre vous, mais vraiment, j'ai préféré Skyward Sword parce que Twilight Princess, il n'y a vraiment aucune âme, il n'y a rien du tout qui se dégage de ce jeu, mais en plus de ça, on se fait chier. Dans Skyward Sword, il n'y a pas grand chose qui se dégage du jeu, mais on se fait pas chier. La différence, elle est là. Ils ont essayé de faire un vrai Zelda avec Twilight Princess, mais la sauce ne prend pas. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Dans Skyward Sword, c'est complètement différent. C'est un nouveau truc. Moi, je suis content finalement de ce Zelda. Par contre, j'espère que ça sera le seul qu'on aura eu comme ça. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Moi, je le prends comme ça. C'est un Zelda original, il est unique. Dans 10 ans, dans 20 ans, on en reparlera en disant ah ouais, Skyward Sword. Ah putain, ça c'était un truc. Ah, dans son genre, il est unique, effectivement. Mais j'espère qu'il restera unique. Je voudrais pas que Nintendo nous refasse un truc comme ça. C'est ça que je vous dis. Je suis content, mais Nintendo, s'il vous plaît, le refaites pas. Voilà. Allez, cette fois-ci, on s'arrête là. Je n'ai plus de voix, je n'en peux plus. C'était décousu dans tous les sens. Vous me connaissez, moi maintenant c'est du freestyle total. J'espère quand même que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez apprécié, pas apprécié, si vous auriez préféré quelque chose de plus structuré, de plus concis aussi, parce que plus de 2 heures, il y a peut-être un petit souci quelque part. En plus, je vous avais dit que je voulais faire un truc court. Oui, c'est vachement court. Allez, on va se laisser sur une illustration de Mooks sur le forum, que je remercie grandement. Vous allez voir ça, c'est un truc de ouf. Donc Mooks, je vous l'ai déjà dit, mais donc c'est quelqu'un qui va en fait dessiner, qui mettra régulièrement, peut-être pas sur toutes mes vidéos, mais quasiment toutes, un dessin, voilà, de son cru, et que je placerai à la fin justement des vidéos. Et là, si je vous en parle, c'est que le dessin qu'il a fait pour cette review de Skyward Sword, que dire, hein, j'en reste sans voix. Voilà, il a tout fait. Regardez bien, regardez le niveau de détail, c'est magnifique. Il a fait l'arrière-plan. On pourrait croire que l'arrière-plan, il l'a repris tellement que c'est fidèle. Non, non, non. Il a dessiné l'arrière-plan et tout, et le reste, et l'oiseau, et magnifique. C'est un chef-d'œuvre, c'est du grand art. Merci Mooks, et je remercie aussi de toute façon tous ceux qui participent au forum, au site, qui font des fan art, des dessins, des musiques, ou n'importe quoi d'autre, ou juste qui participent. Voilà, ça n'a peut-être pas sa place dans cette vidéo, mais voilà, j'avais juste envie de le dire. Voilà, on s'arrête là, sinon je sens que je ne peux plus m'arrêter. Alors je vous dis bye bye, à la prochaine, et finalement c'est un bon jeu ou un mauvais jeu, ou je ne sais pas. Essayez de faire une synthèse de tout ce que j'ai dit, ça va être difficile, et peut-être que vous aurez une idée du fond de ma pensée de ce Zelda. Ça va être dur, ça va être dur. Allez, on s'arrête là. Bye bye et à la prochaine. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find
side.